Voilà, un petit point rouge qui s'affiche, c'est bon. Alors, sur les temps qu'on a prévus pour les 2 heures qu'on va passer ensemble, on a donc un petit temps de présentation. On va se questionner sur pourquoi on mange, à quoi ça sert de manger. On va reprendre les groupes d'aliments avec la pyramide alimentaire. On va faire un petit focus sur la composition des repas et notamment la composition du petit déjeuner. Et enfin, dans un 5e temps, on verra ce que je disais tout à l'heure, des petits conseils pratiques pour l'animation en classe, même si vous êtes certainement bien plus experte que nous, mais vraiment des outils pour animer sur l'alimentation en classe. Voilà ce qu'on a prévu. Très bien. Alors, pour le temps de présentation, c'est une technique qu'on utilise assez régulièrement. On l'a appelée haut la main. Et en fait, on se sert de la main pour faire connaissance. Et sur chaque doigt, on va donner une information sur nous. Et ce sont les informations que vous retrouvez donc sur la main qui est sur le diaporama. Mais du coup, je vais démarrer. Comme ça va lancer la présentation. Alors, la première question, c'est ce que je fais. Commence par le rikiki. Je commence par le rikiki. Mon aliment préféré, je dirais que ce sont les fromages en général. Il n'y a pas un fromage en particulier, mais j'aime tous les fromages. Et c'est d'ailleurs mon péché mignon. L'activité physique préférée, c'est celle que je pratique le plus, c'est la marche. Parce que je n'ai pas d'activité dans un club, une activité sportive, mais bien une activité physique qui est la marche. Et c'est mon moyen de transport. Pour moi, manger, ça sert à se faire plaisir. Pour moi, c'est vraiment lié au plaisir. Le plat que j'aime le plus cuisiner, ça n'est pas facile. Parce que tu cuisines bien en plus. Tu cuisines plein de trucs. Ah, j'aime bien faire les galettes. Des galettes de légumes. J'aime bien faire les falafels. Voilà, ce type des choses qu'on peut manger assez facilement. En plus, c'est pratique pour les enfants. Et ce que je fais quand je me sens stressée, je respire. J'essaie de respirer, utiliser soit la cohérence cardiaque, soit la respiration en carré. Voilà. On vous laisse prendre le relais peut-être? Très bien. Mon aliment préféré, le melon, mais je suis plutôt salée sinon. Sport préféré, très délicat, mais plutôt la marche et la natation, mais je pratique pas beaucoup. Hein. J'y crois, mais je pratique pas beaucoup. Manger, ça sert, oui, c'est le plaisir, le partage. Voilà, j'aime les bonnes tables et les restaurants. Pas que j'aime cuisiner les lasagnes. Et après, c'était par rapport au stress. Ouais. Non eh bien, je mange. Vous n'avez pas mon visuel, mais voilà, vous sauriez que oui, quand ça ne va pas ou quand je suis stressée, c'est souvent du grignotage. Et c'est du grignotage plutôt salé ou sucré? Salé. Plutôt salé? Oui. Alors, révélateur de... Mon aliment préféré à moi, c'est la figue. Mais les grosses figues violettes qu'on trouve dans le sud, pas les petites figues vertes. Ça me rappelle des souvenirs. Mon activité physique préférée, c'est le volley, parce que j'en fais depuis toujours. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire parce que je retrouve des amis, je passe un bon moment tous ensemble, je trouve ça chouette. Pour moi, manger, ça sert à partager, surtout, que ce soit un moment où partager le plaisir de manger ensemble. J'aime bien cuisiner aussi dans l'idée de faire plaisir aux gens avec qui je vais manger. Le plat que j'aime le plus cuisiner, c'est le poulet au pain aillé. C'est une recette de ma grand-mère. Hein, Claire, qu'est-ce que tu en penses? Tu commences à bien la connaître, cette recette. C'est le poulet au pain aillé. C'est une recette où on prend du pain dur, on frotte du beurre ou de l'huile dessus, on frotte de l'ail, on le met dans le poulet, on ferme le poulet. On met des grosses pommes de terre tout autour et des gousses d'ail où on a laissé la peau. Et on le fait cuire comme ça, le poulet. Et à la fin, on récupère le pain qui est à l'intérieur. Et on mange l'ail qui a cuit à l'étouffer à l'intérieur de la gousse. Et on mange tout ça avec souvent une salade frisée et des châtaignes.
Ça donne envie, en tout cas. Oui, c'est clair. C'est le plat que faisait ma grand-mère. J'essaye de le refaire des fois, mais il n'a pas du tout le même goût. Mais c'est quand même le plat que j'aime le plus cuisiner. Et moi, ce que je fais quand je me sens stressée, eh ben, j'ai plusieurs solutions. Ah, On vous voit. on vous voit. Oui, Chouette. Bonjour. Bonjour. Ce que je fais quand je me sens stressée, soit je mets des chaussures à mes pieds et je vais courir le plus loin possible, ou en tout cas me défouler le plus loin possible pour me vider de tout ce que j'ai à l'intérieur. Soit j'essaye de me concentrer sur l'instant présent et sur tout ce qui se passe autour de moi et qui m'ancre dans la réalité à l'instant T. Donc, je vais me concentrer sur ce que je vois, sur ce que je sens, par exemple, s'il y a du vent, s'il y a ce que j'entends, si j'entends des oiseaux, si j'entends le bruit de l'eau, si j'entends tout ça. Et j'essaye de mettre des notes à mes émotions en même temps. À quel point est-ce que je suis en colère de 0 à 10? Est-ce que je suis... Voilà. Et ça me permet de laisser s'enfuir ces idées qui sont souvent des choses qu'on a montées et qui me stressent du coup. Alors c'est bien dit, hein, ça ne veut pas dire que j'arrive toujours à le faire, C'est bien dit. Quand tu y arrives, en tout cas, ça marche. mais quand j'y arrive, ça fonctionne. Ce petit temps de présentation, ça peut arriver qu'on le fasse en classe en version écrite, où en fait on laisse un temps aux enfants de répondre, on laisse le temps aux enfants de répondre aux questions. Donc il faut prévoir la place du coup sur la feuille pour qu'ils puissent répondre. Et ensuite on leur propose alors soit de récupérer les feuilles et de les redistribuer. Du coup, ils vont se retrouver avec une feuille qui n'est pas la leur et ils vont devoir deviner à qui appartient la main ou la feuille qu'ils ont devant les yeux. Donc ça, c'est assez sympa à faire. C'est vrai que ça permet de voir à quel point ils se connaissent et puis c'est assez amusant, ils aiment bien. Et on l'utilise souvent en premier temps pour introduire les activités autour de la thématique. Donc on peut le faire sur l'alimentation, mais on peut aussi le faire sur plein d'autres thèmes liés à la santé, qui est du coup notre cœur de métier à nous. Des fois, on leur fait, quand ils sont pas trop nombreux et qu'ils savent plier des avions en papier, on peut leur faire de l'origami et leur faire tester le pliage d'avions en papier. Autre chose à rajouter sur ce temps de présentation, non? Est-ce que vous connaissiez un peu l'association avant de recevoir le mail? Pas du tout. Pas du tout. Moi, ça ne me dit rien, mais après, je suis pas très au fait systématiquement. Je sais qu'en début de carrière, j'avais reçu Madame Moussour, diététicienne aussi, c'est ça, qui était intervenue dans l'école avec des CM2 à l'époque, j'avais. Donc, je ne sais pas si elle était sur cette association-là, mais elle était venue dans notre école. Okay. Et là, aujourd'hui, c'est qu'on envisage l'année prochaine un projet autour de la nourriture, parce qu'on se rend compte que les enfants ne mangent que toujours la même chose, systématiquement, que les pique-niques sont très bonbons, boissons sucrées, sandwich, pain, très peu de légumes. On a encore des enfants au biberon, on a des CP, CE1, mais le biberon n'est pas toujours quitté, enfin voilà. Donc, cette année, on s'était axé sur les écrans et l'année prochaine, on s'axe sur l'alimentation, les petits déjeuners aussi. On a des enfants qui arrivent flappis parce que petit déjeuner avec beaucoup de sucre, j'imagine. Et donc, dans la matinée, on les sent... ils s'éteignent au fur et à mesure que la matinée avance parce que petit déjeuner, à mon avis, ultra sucré. Oui, ou même des fois, pas le temps. Et, pas de petit déjeuner du tout. Petit-déj et... Pas de petit déjeuner du tout, tout à fait. Donc, nous, on est une association qui intervient beaucoup, on intervient quand même pas mal en milieu scolaire sur plusieurs projets qu'on va vous présenter très rapidement. Avant, on s'appelait le CODES. Donc, je ne sais pas si ça vous parlait plus. Davantage. Vous faites les dents aussi, non? C'est pas les dents aussi, le CODES? Oui, on a fait le PMT dents, ouais. Donc, c'est ça, c'est nous. On est les mêmes, sauf qu'on a changé de nom. Mais après, les missions restent les mêmes et le fonctionnement reste le même. Donc, nous, on a des missions plutôt à destination des professionnels.
On avait noté la documentation, la coordination, le conseil méthodologique et la formation. La mission qui va le plus vous intéresser ou en tout cas le plus vous servir, c'est la mission de documentation puisqu'on peut prêter et mettre à disposition du matériel pour animer. C'est ce qu'on vous présentera sur la fin là, des 2 heures, des jeux de plateau, des fichiers d'activité, voilà, tout support qui permette d'animer sur des actions de promotion de la santé. À côté de ces missions qui sont plutôt pour les professionnels, on intervient auprès du grand public, du grand public, oui, du public en général, donc beaucoup en milieu scolaire. Et puis après, sur des publics plus spécifiques comme le public en situation de précarité, en réinsertion, les futurs professionnels aussi, assistantes maternelles, infirmiers, etc. Et sur ces projets, on va plutôt être sur les thématiques alimentation. Donc là, c'est Elsa qui est en charge de tous ces programmes-là. Et également sur le développement des compétences psychosociales. Donc ça, c'est vraiment les 2 thématiques qu'on va mettre en place dans les établissements scolaires, sur l'alimentation et sur les compétences psychosociales, avec des programmes qui sont financés par l'ARS, donc qui n'ont pas de coût pour les écoles. Ah, super. Et donc, il y a 2 programmes sur l'alimentation, un en école maternelle et un en école élémentaire. Tu veux dire 2 mots Le premier programme pour les écoles maternelles, ça s'appelle Varier les plaisirs dès la maternelle. Et c'est un programme qui va ouvrir au goût, aux saveurs et à se poser des questions de qu'est-ce que c'est que le sucré, qu'est-ce que c'est que le salé, le fait qu'il y ait des familles d'aliments. On va commencer à en parler un petit peu et de comprendre grossièrement à quoi ça sert de manger tel ou tel type d'aliments. Il y a un travail sur la saisonnalité qui sera fait aussi et un goûter équilibré. Notamment, c'est sur 6 séances. Il y en a 4 qui sont faites par nous et 2 qui sont faites par l'enseignant, mais qui sont clés en main. Ça, c'est pour les élèves de moyenne et grande section. On ne va pas aller avec les petits parce que pour le coup, c'est encore un peu trop compliqué pour eux. Et après, il y a un deuxième programme qui s'appelle Mon goût pour le local, qui est pour les classes élémentaires, je ne me trompe pas, primaire, élémentaire. Et qui là va être axé sur la dégustation, sur les producteurs locaux, la saisonnalité, l'équilibre alimentaire en allant bien plus loin qu'avec les maternelles, bien sûr. Un goûter aussi qu'on va partager et confectionner tous ensemble. Pareil, c'est 6 séances, sauf que cette fois-ci, il y en a 4 qui sont faites par moi et 2 qui sont faites par l'enseignant, de nouveau clé en main. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'est financé. Très bien. Nous sommes donc preneuses. Imaginez bien. On en reparlera entre nous alors. Voilà, ça marche. Et du coup, nous sommes 4 salariés sur l'association pour développer ces missions et ces projets sur le département de l'Indre. Donc, on rayonne vraiment sur tout le département. On n'est pas que sur Châteauroux. Alors, les objectifs de ce temps, bon, on l'a un petit peu dit, hein, c'est retravailler les représentations, revoir les notions de famille d'aliments, revoir les notions sur la composition des repas, découvrir et appréhender de nouvelles techniques d'animation, constituer un peu sa boîte à outils pour intervenir, même si vous avez sans doute déjà des ressources, voilà, essayer d'étoffer un peu ce que vous pouvez déjà connaître. Et puis, échanger entre professionnels, voilà, échanger avec nous, en fait. Voilà. On va donc commencer par se poser la question de pourquoi est-ce que nous mangeons? Et du coup, dans cette première partie sur pourquoi on mange, on va utiliser une fiche activité qui est issue d'un premier outil qui va pouvoir vous servir. Cet outil s'appelle Capsule, classeur d'activités en promotion de la santé. C'est un outil thématique qui va utiliser les compétences psychosociales pour aborder les différentes thématiques de santé. Donc, pour l'instant, il y a 5 thématiques qui sont sorties. L'hygiène de vie, la nutrition, la santé environnement, l'éducation aux écrans et la vaccination.
Et la semaine prochaine, vous avez l'info en exclusivité, Madame Philippon. La semaine prochaine, il y a la thématique santé sexuelle qui sort. Donc, ces outils, ces supports, c'est pour les 7-12 ans. Et on va vous montrer à quoi ça ressemble. Le principe, c'est, comme disait Elsa tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir des supports clés en main pour les enseignants. Donc, ils sont à la... C'est parce que moi, j'ai les diapos en tout petit et vous, je vous ai en très gros et je voudrais faire l'inverse. Ah. Vous n'allez pas pouvoir m'aider. Je vais essayer de... C'est pour ça que je vais bidouiller là, mais sinon, c'est pas très très grave. Et ce diaporama, je pourrais le récupérer à un moment ou à un autre. Oui, ça serait mieux. Pas vous l'envoyer, mais ce serait mieux que vous puissiez l'avoir en grand. Parce que nous, après... Et vous, en petit, je suis d'accord, mais... Non, mais je m'y suis collée parce que franchement, elle ne pouvait pas m'accoler. Je savais que j'allais être... Non, vous embêtez pas. Merci d'être là, en tout cas. Enregistré, donc ça m'ennuie. Et je m'organiserai pour le revisionner, mais je prends des notes. Ok, bon, ben, on espère que ça ne va pas trop gêner le fait de suivre. Donc, l'outil capsule, de ce que vous pouvez voir en tout petit, du coup, c'est une page qui se présente comme ça. Et sur le petit encadré, là, sur la gauche, vous avez les différentes thématiques. Donc, toutes les thématiques que j'ai présentées. On va aller voir, nous, la nutrition. Le principe, c'est vraiment d'avoir accès, je descends, d'avoir accès à toute une série de fiches activités que vous pouvez utiliser en classe avec, je vais prendre l'exemple du béret des aliments, qui est une activité assez sympathique à faire. On fait beaucoup en centre aéré, notamment celle-là. Ouais, mais qui fonctionne aussi avec des classes, avec un groupe classe. Enfin, toutes les fiches sont adaptées pour des grands groupes, enfin pour des groupes classes en fait. Donc là, le principe du béret des aliments, c'est le jeu du béret, où on va se réapproprier les groupes d'aliments. Donc vous avez pour chaque fiche activité, le déroulé de l'animation, la description de l'activité qui est juste là. Et quand on fait défiler les pages, vous avez soit des fiches qui vont vous aider à animer, soit les fiches où il va falloir plastifier, découper et réutiliser les fiches avec la classe. Là, pour le béret, vous avez simplement un schéma qui vous réexplique la règle du béret. Donc, pour le jeu du béret, le principe, c'est de faire des équipes d'élèves. Chaque élève dans les équipes va avoir une couleur qui correspond à un groupe d'aliments. Donc, en bleu, les produits laitiers, en marron, les féculents, en rouge, les protéines, etc. Et l'animateur qui est au centre de ces groupes va dire le nom d'un aliment et l'élève qui est le groupe d'aliments auquel appartient cet aliment, par exemple courgette, ce sera le vert, qui va devoir courir, tous les verts vont devoir courir pour aller récupérer le béret. Donc ça, c'est sympa parce qu'en plus, ça leur fait faire de l'activité physique. Et ça rentre dans les 30 minutes d'activité physique quotidienne pour les élèves. Voilà, donc ça, c'est une activité qui fonctionne assez bien. Je vais vous prendre pour que vous puissiez voir un exemple aussi de fiches où il y a du matériel à imprimer. Si on prend l'origine des aliments, c'est pour donc travailler d'où viennent les aliments. Là aussi, vous avez le descriptif. Une fiche d'accompagnement pour vous aider, vous, en tant qu'animateur, à avoir les informations essentielles sur ce thème-là. Et vous avez ensuite à la fois les images des aliments. Et si je descends, donc là, tout ça, c'est des images. Et si je descends, vous avez ensuite des cartes origine animale, des cartes origine végétale et des cartes groupe d'aliments. Donc, en groupe, ils vont devoir, pour chaque image d'aliment, associer le groupe d'aliments et d'où ça vient, si c'est origine animale ou végétale. Cette fiche, elle permet d'aborder ensuite la question de la consommation de légumineuses, par exemple. Essayer de varier les apports avec des protéines qui vont être issues pas que des animaux. Ça permet d'introduire ça. Et puis de reprendre l'origine parce que parfois, c'est pas évident. Donc là, vous avez vraiment, on en prend deux comme ça pour vous montrer, mais n'hésitez pas à aller consulter. Voilà, il y a sans doute d'autres fiches. Du monde, je peux montrer. Il y a celle sur les petits déjeuners du monde. Le tour du monde, là. Le tour du monde des petits déjeuners.
Donc là, le principe, c'est de parler du petit déjeuner sous l'angle un peu culturel. Hop, je passe là. Vous avez plein d'images comme ça avec plein de petits déjeuners du monde. Au recto, vous avez la photo et au verso, vous avez la composition du petit déjeuner qui permet de voir quel groupe d'aliments sont consommés au petit déj et qui permet d'aborder aussi le petit déjeuner équilibré. Super. Il y a 2 fiches aussi. Mince, je reviens là. Il y a 2 fiches aussi qui sont intéressantes. Donc, il y a la roue du petit déjeuner et pause goûter. Qui permettent de constituer, de composer des petits déjeuners, des goûters équilibrés. La roue du petit-déj, c'est une roue où on va avoir des singes. Une roue qui est comme ça, et du coup, les enfants doivent composer leur petit déjeuner équilibré avec ce qui est en couleur pleine, c'est les aliments qu'on peut consommer tout le temps. Et ce qui est un peu ce qui est assuré, c'est à limiter, à rendre occasionnel. Voilà. Et après, il y a des petites étiquettes où ils peuvent coller, découper et coller. Super. Voilà. Après, rapidement, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Non, on va aller se balader. C'est Ouais. efficace comme outil en tous les cas. C'est clé en main. Tout à fait. Et si le cœur vous en dit, vous avez aussi, voilà, si sur l'éducation aux écrans, sur la fin d'année, vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez aussi aller voir ce qu'il y a sur cette thématique-là. Et ça, c'est, je vais sur les outils capsules. Oui, vous avez le lien dans le diaporama qu'on va vous envoyer. D'accord. Vous y accédez directement via le diapo. Ça marche. Super, merci beaucoup. Et du coup, on va se poser la question pourquoi on mange. Eh oui. On fait peut-être pas le book club du coup. Hein. On le fait comme ça. On le fait à l'oral. Ouais, simplement. Du coup, on va se poser la question maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de l'alimentation et on va se demander pourquoi est-ce que nous mangeons. Du coup, alors, pourquoi est-ce que vous mangez? À part pour le plaisir. Je participe aussi. Oui, il va falloir que tu participes, Claire. Tu fais comme si tu étais une personne invitée. Voilà. C'est un débat. Moi, pourquoi nous mangeons? Pour avoir de l'énergie, pour grandir, pour notre croissance. Chaque aliment apportant sa propre source en calcium, en nutriments, voilà. Et après, il y a les sucres lents, les sucres rapides, suivant ce dont on a besoin. Et puis, voilà. Les fibres pour notre transit intestinal, les légumes. Ok. Et toi, Claire, pourquoi tu manges, à part le plaisir? Moi, alors, quand même, beaucoup pour le plaisir. Pas forcément le plaisir de partager avec les autres. C'est un plaisir assez égoïste aussi, gustatif. J'aime bien manger seule, c'est vrai. J'aime bien manger seule, dans le calme. Pour vivre, en fait, pour pouvoir bouger, pour pouvoir travailler, avoir mon esprit disponible. Voilà, globalement. Ok. Alors moi, je dirais qu'on mange, oui, pour le plaisir, oui, on mange pour partager. Il y en a qui vont répondre aussi qu'ils mangent parce qu'ils y sont obligés. C'est un peu moins positif, mais c'est la réalité. Il y en a qui vont dire que c'est une obligation. On a ça aussi. Parmi nos élèves, on a ce souci-là. Oui. Des enfants qui mangent très très peu à la cantine, oui. Pour qui vraiment c'est une contrainte. Je pense qu'il faut savoir l'accueillir, ce genre de réponse, sans le juger, simplement l'accueillir et en discuter avec les élèves dans ce moment-là. Dédramatiser aussi le fait que y en a qui aiment manger plus seul que d'autres, il y en a qui, justement, pour qui c'est une contrainte. Voilà, c'est le moment d'en discuter en débat, sans jugement de qui que ce soit de la part des autres élèves. Quelle autre réponse, style de réponse on peut avoir? Il y en a qui vont dire que c'est pour ne plus avoir faim. Parce que la sensation de la faim est désagréable et que comme ça casse la sensation. Il y en a qui disent que c'est pour se réchauffer. Ah oui. J'aime bien cette réponse, moi. Dire que quand ils ont froid, ils mangent et ils ont moins froid après.
Il y en a qui vont dire que c'est pour se réconforter, forcément. Il y en a qui vont dire quoi d'autre? J'aime bien faire deviner aussi, emmener les élèves vers des réponses, moi, et leur dire, essayer de leur faire deviner. Je leur dis souvent, par exemple, pour leur faire deviner que manger, c'est appartenir à un groupe de personnes qui se ressemblent. Je leur dis, est-ce que vous pensez qu'on aime manger les mêmes choses quand on a 15 ans ou quand on a 75 ans? Je leur dis, est-ce que vous pensez qu'on aime les mêmes choses quand on habite dans le sud de la France ou dans le nord de la France? Est-ce que vous pensez qu'on aime les mêmes choses quand on habite au Sénégal ou quand on habite en Finlande? Etc., etc. Et petit à petit, ils comprennent où je veux en venir. Et du coup, je trouve que c'est important de dire aussi que chaque mangeur est différent et que en fonction de l'éducation, de la vie, du parcours qu'on a, on est tous des mangeurs différents et que le fait de se retrouver entre mangeurs qui se ressemblent, ça peut être un moment agréable. On peut l'exprimer par exemple avec un plat typique d'un lieu d'où on vient, qu'on apprécie partager avec des gens qui aiment ce même plat et qui viennent du même endroit. Pour prendre la paella par exemple. Enfin, voilà. Pour le fait d'appartenir à un groupe. Il y a un autre mot que j'aime bien leur faire deviner aussi, c'est que manger, c'est vivre des émotions. Je leur parle. Alors, les enfants, ils ont un peu plus de mal à se représenter ce plat émotion que les adultes, mais je trouve ça important de leur dire que quand on grandit, on a un plat que. Bah, vous voyez, moi, c'est mon poulet au pain aillé. Que, on a ce fameux plat que quand on mange, quelle que soit la période de notre vie, quand on le mange, ça nous apporte de la nostalgie. Cette nostalgie qui peut être positive ou négative, mais qui n'empêche sur le moment, nous apporte des émotions du fait de manger ce plat-là. Du coup, les enfants, ils ont sans doute du mal parce que comme Oui. ce souvenir, il se crée dans l'enfance, Oui, c'est encore oui. trop... Mais malgré tout, il y en a qui en ont quand même un plat, ils comprennent le principe. Et il y en a qui en ont quand même un, ils disent oui, moi j'ai mamie, quand j'y vais, elle aime bien me faire de la purée ou une tarte aux pommes. Souvent les grands-mères, c'est ça? Souvent les grands-mères ou souvent les mamans, effectivement. Bon, ça va évoluer tout ça, hein, avec le temps, tout ça, les stéréotypes. Mais Oui. n'empêche qu'on y est encore un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur manger? Qu'est-ce qui est répondu souvent? Qu'est-ce que j'ai pu oublier, Claire? Que manger, c'est découvrir Partager. aussi. Oui, découvrir, ouais, c'est vrai. Découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts. Ils ont du mal à ça. Découvrir, ils ont des difficultés. Ils craignent. Eh ben, oui, ça dépend. Ça dépend. Pas tous, mais oui, il y en a certains, oui, effectivement. Et il y a des choses qui nous paraissent. L'autre jour, c'était de l'ananas, puisque donc on a, vous savez, après on peut faire du soutien scolaire dans les écoles, donc on a un petit temps de goûter et après on les prend en petit atelier, bref. Et on s'est efforcé avec les maîtresses de venir avec des ananas ou des dattes, un fruit de la passion, etc. Mais l'ananas, ça nous a scotché que certains ne savent pas, on n'est jamais mangé, par exemple. Hum, hum, hum. Ils goûtent pas en fait. Ils connaissent, mais ils goûtent très. Enfin, Ou par principe, ils vont dire qu'ils n'aiment pas, voilà, c'est ça. mais qu'au final, ils ne connaissent pas. Voilà, C'est différent. Tout à fait. Mais ils savent quand même dire que manger, c'est découvrir. Il y en a un tout simple qu'on a quand même oublié, enfin, j'ai un peu honte, mais c'est que manger, c'est prendre soin de sa santé. Oui, c'est vrai. On en a oublié le C'est plus important. C'est d'ailleurs celui que répondent tous les enfants en tout premier après vivre. Ils disent c'est prendre soin de ma santé. Comme s'ils avaient été modulés pour répondre à cette question-là. Voilà, en gros, je dirais les réponses les plus habituelles. Après, il y en a un milliard de réponses qui peuvent être sorties en fonction de chacun, mais voilà les réponses les plus habituelles et qui permettent de se dire que manger, ce n'est pas que survivre, mais c'est aussi énormément d'autres choses qui font que l'acte alimentaire est différent en fonction des personnes que nous sommes et du moment de notre vie et de plein, plein, plein de choses. Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on voulait réfléchir
avec les personnes, les participantes, les nombreuses participantes, sur la définition non pas la définition de qu'est-ce que c'est que bien manger, parce que c'est une notion de valeur et on n'avait pas envie d'y mettre une valeur derrière, mais plutôt qu'est-ce que ça veut dire que manger équilibré. Parce qu'il y en a, les gens savent souvent répondre est-ce que je mange bien ou pas, est-ce que je mange équilibré ou pas, mais au final, quand on leur pose la question, ils savent pas trop quoi répondre sur qu'est-ce que ça veut dire finalement manger équilibré. Alors selon vous, qu'est-ce que ça voudrait dire si on mettait des grands mots comme ça? Manger pour moi, il y a 7 familles d'aliments et donc les retrouver à chacun des repas. Et D'accord? privilégier toujours légumes et fruits après la viande, ou du moins des protéines, sources de protéines, œufs, viande, poisson. Et puis ensuite, oui, moins de sucre, en fait, moins de sucre dans notre alimentation. Aujourd'hui, c'est ça le souci, hein. Donc pour vous, c'est ça, manger équilibré? Manger oui. Essayer oui, en tous les cas, moi, je suis pas parfaite dans le manger équilibré et je sais que ma difficulté, c'est les légumes et les fruits que je mets pas suffisamment sur la table. C'est souvent les féculents, surtout que je suis maman de 2 adolescents. Mais voilà. Et les adolescents, ça mange. Les adolescents, ça mange. Alors, on va vous proposer un texte à trous et on va essayer de répondre à ce texte à trous. Manger équilibré, c'est, d'après vous, le fait de manger, vous l'avez un peu dit ça, le fait de manger varié, du coup, c'est ce que vous avez dit un peu en mettant un peu des 7 familles d'aliments, varié et diversifié. Je différencie les deux mots dans le sens où, pour moi, varié, alors peut-être que, voilà, c'est ma compréhension en tout cas, que le fait de varier les aliments, ça veut dire qu'on prend dans chaque famille d'aliments, dans les 7 familles, et que diversifier l'alimentation, c'est que dans chaque famille d'aliments, on y prenne plusieurs aliments différents. Ok. Donc le fait de manger varié et diversifié. Et après, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Selon toi, Claire, qu'est-ce que tu en penses aussi? Je sais pas si je vais vous aider, hein, Emmanuel. En Parce que... adaptant les quantités. Oui, Oui. tout à fait. On ne va pas manger la même quantité de tous les types d'aliments qui peuvent exister. Et vous avez dit tout à l'heure, plus de légumes, moins de sucre, moins souvent finalement. Les fréquences, Donc, c'est ça? ouais. Donc du coup, c'est les fréquences. En adaptant les quantités et les fréquences des aliments, tout en écoutant, comment est-ce qu'on sait qu'on a suffisamment mangé? La satiété, la faim. Tout en écoutant la satiété, oui, tout à fait. Donc ça veut dire ces sensations afin d'apporter à notre corps ce dont il a besoin pour favoriser une bonne santé. Si on mettait une définition, on pourrait dire que c'est ça. D'accord. On n'a pas une slide sur les sensations, hein. Non. Du coup, je trouve ça important aussi de rappeler ce que c'est que les sensations de la faim et de la satiété. Parce que souvent, les gens, mais que ce soit les enfants ou les adultes, hein, les gens se trompent sur ce que c'est que la sensation de la satiété. Ils savent très bien dire la faim en général, mais la satiété, c'est plus compliqué. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est que la sensation de la faim? Du coup, c'est tout pour vous, hein, vous êtes toute seule, c'est pas oui. Mais la sensation, quelle sensation j'ai quand j'ai faim? Ouais. C'est une envie, en fait. J'ai envie de manger, mais il y a des moments où j'ai envie de manger et je sais que ce n'est pas la faim, par exemple. Donc, je ne saurais pas dire exactement. Parce que là, on fait la différence entre la faim et l'appétit. La faim, c'est quand on a besoin de manger, et l'appétit, c'est quand on a envie. Eh bien, je pense que je n'ai jamais connu la faim, en fait. Moi, j'ai bon appétit tout le temps. Non, je ne saurais pas vous dire, oui, mais je comprends Oui. la question. Alors, mais qu'est-ce que tu ressens, Claire, toi, quand tu as faim, du coup? Parce que toi, tu as souvent faim. Oui, c'est souvent toi qui toques à la porte en disant « Il a l'air d'aller manger ». Alors, moi, j'ai le ventre qui gargouille. Je suis de mauvaise humeur. Souvent, quand j'ai faim. Ça peut arriver, j'ai mal à la tête. Même. Voilà. Non, oui, le ventre. Et les enfants, souvent, il y a ça. Les enfants, Des fois, ils se trompent, ils disent « J'ai mal au ventre », ils croient qu'ils sont malades.
Et en fait, c'est important de leur expliquer que c'est pas qu'ils sont malades, mais c'est qu'ils ont faim. Tout à fait. Cette sensation qu'ils reconnaissent pas. Et pour la satiété aussi, ils vont avoir tendance à dire quand ils ont bien mangé. Ne spoil pas la suite. Ah, Ils sont mal au Tu ventre. peux, tu peux dire, mais spoil pas. ça leur arrive aussi de dire qu'ils ont mal Qu'ils au ont mal au ventre ventre. quand Oui, ils ont tout à fait. bien mangé. On dit après la satiété. Alors la faim, du coup, oui, c'est le gargouillis dans le ventre, ce ventre qui est creux et qui résonne, parce que tout simplement, il appelle la nourriture, il se met en route, et du coup, c'est les muscles du ventre qui commencent à s'échauffer, un peu comme on s'échauffe avant de faire du sport. Bah, c'est le ventre qui s'échauffe avant de se mettre en route. On peut avoir les maux de tête, on peut avoir une fatigue aussi, on peut se sentir vide d'énergie. On peut effectivement avoir, quand on a très très faim, des tremblements, voire des sueurs. Mais là, pour le coup, il faut vraiment, vraiment aller manger. Là, c'est quand les collègues répondent pas quand Oui, on tape c'est à la ça. porte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la faim? Effectivement, le fait d'être grognon, effectivement, ça peut y jouer. Et après, du coup, la sensation de la satiété ou le rassasiement, c'est des mots que les enfants connaissent pas forcément toujours, mais c'est important de leur expliquer ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que la sensation de la satiété, selon vous? C'est quand on n'a plus faim, donc je sais pas trop. Et qu'est-ce qu'on sent dans notre corps quand on n'a plus faim? On est plutôt bien. Voilà, c'est bon. Faut pas en mettre plus. Si on en met plus, on a mal au ventre ou on est écœuré. Et Exactement. on est rempli. Enfin, c'est-à-dire que faut pas arriver au stade d'être rempli, en fait. Enfin, je sais pas. Exactement. Non, très très bien. Et il y en a beaucoup qui se trompent là-dessus, justement. C'est là que j'avais peur que Claire spoil la suite. Il y a beaucoup de monde, adultes comme enfants, qui pensent que la satiété, c'est quand on a le ventre qui va exploser, quand on est fatigué, quand on va ouvrir le bouton de notre pantalon parce que vraiment ça ne rentre plus. Quand il y a tout ça, les gens pensent que c'est la satiété alors que pas du tout, c'est le trop manger. Et décrire la sensation de la satiété, c'est compliqué, du coup, parce que les gens n'ont pas l'habitude de se le remarquer. J'enlève juste ça. Je Ok. cherche un truc. Du coup, c'est le fait de ne plus avoir envie. Les aliments nous donnent moins envie quand on les voit. Bon, on se dit oui, bah, ça commence à être bien. C'est aussi le fait d'avoir moins de goût dans la bouche. Au début, les aliments, ils ont énormément de goût. Et plus on va manger, moins on va avoir d'appétit, moins on va avoir faim. Et du coup, moins les aliments auront du goût dans notre bouche. Et si on devait avoir une autre sensation, on pourrait dire que avant, quand on a faim, eh ben, on a mal au ventre. Après, si on a trop mangé, eh ben, on a mal au ventre, mais plus de la même façon. Et que entre les deux, il y a ce moment où on a fait le plein d'énergie et où on est prêt à redémarrer. On est prêt, on est bien. Et ben, c'est ce moment-là qu'on pourrait décrire comme la sensation de j'ai suffisamment mangé. Mais on est bien d'accord que cette sensation, on peut la percevoir uniquement si on a éteint les écrans, qu'on est concentré sur ce qu'on est en train de faire et non pas sur autre chose, et qu'on a pris le temps de manger. C'est-à-dire qu'on a posé sa fourchette de temps en temps, c'est-à-dire qu'on a mis des petites bouchées dans sa bouche et non pas des énormes cuillères à soupe, c'est-à-dire tout ça. Et ça, c'est un peu compliqué aussi, certaines fois. Ce qui est dommage, c'est que cette sensation, naturellement, les enfants l'ont. On est avec, c'est intuitif, et que c'est avec l'éducation qu'il y a dans notre culture, finalement, de dire aux enfants, finis ton assiette, dépêche-toi de manger, tu n'auras pas de dessert si tu ne finis pas tes choux de Bruxelles. C'est le fait d'éduquer de cette façon-là qui fait que les enfants, souvent en grandissant, en perdent les sensations de j'ai suffisamment mangé, je dois m'arrêter là parce que je sens que la satiété est là. Je vous ai mis dans les commentaires et du coup, je la rajouterai sur la slide avant de vous l'envoyer sur la diapo. Il y a un outil qui a été fait par les collègues de l'IREPS Pays de la Loire qui s'appelle Que me dit mon corps, qui va justement permettre d'aborder ces sensations alimentaires avec les enfants. C'est les questions qu'Elsa a évoquées, de faim, de satiété, rassasiement, etc.
avec des petites cartes illustrées où on voit le ventre qui gargouille. Ça peut aider aussi. Je trouve Oui. ça important, moi, de travailler Mm. sur les sensations parce que on a beaucoup l'image de la diététicienne qui va conseiller aux gens de tout peser au gramme près, de tout compter. Mais dans la vraie vie, c'est compliqué de fonctionner comme ça. Et puis même, à part maladie, c'en est un peu triste. Alors que de réapprendre à écouter son corps et ses sensations, je trouve que c'est une façon plus... je sais pas comment dire, plus authentique, plus vraie, plus personnalisée tout du moins, de savoir quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut s'arrêter et combien est-ce qu'on mange. Après, sur la question de la faim, je ne sais pas si c'est ce que vous constatez aussi c'est Villedieu, hein, votre école. C'est oui. Mais sur Châteauroux notamment, il y a pas mal d'écoles qui nous disent que les enfants ont faim. Alors sans doute dû au contexte actuel, aux difficultés financières peut-être des parents. Je pense pas trop. Je pense qu'il y a effectivement des familles où ça, voilà, les budgets sont serrés, mais je pense pas. C'est plus un manque d'information ou de mamans qui veulent faire plaisir à leurs enfants. Du fait qu'ils aient peu de moyens, ces gens-là, en fait, enfin, ces personnes un petit peu en difficulté, elles vont vite aller dans le gâteau, la sucrerie, la chose qui fait plaisir à l'enfant. Et donc, mais qui ne nourrit pas. Comment? Mais qui ne nourrit pas. Voilà, c'est ça. Parce que là, nous, on a donc un petit garçon, on lui demande s'il prend il dit oui, et je pense que sa maman est sincère et qu'elle lui donne mais ce n'est pas ce qu'il lui faut à ce petit garçon, parce qu'on le tient à la fin de la matinée, c'est une poupée de chiffon, parce qu'il a dû manger trop sucré, et puis après il s'est fait une... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que l'année prochaine, on avait envie vraiment... voilà, l'éducation à l'équilibre alimentaire, à la nourriture, et être curieux des choses, parce qu'on a des enfants aussi qui connaissent plein d'aliments qui sont très curieux, puis il y en a d'autres, non, quoi, sortis, parce que vous disiez diversifier, voilà, c'est-à-dire je mange des légumes, mais c'est souvent haricots verts, petits pois, haricots verts, petits pois, haricots verts, petits pois, puis je ne mange pas les carottes parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc voilà. Oui. Et parce que haricots verts, petits pois, ça se trouve en boîte et Voilà, que c'est pratique à faire. Après, on leur reproche. Enfin, moi, je suis pas dans le reproche parce que je suis moi-même maman et je ne suis pas parfaite par rapport à ça. Même chose, pas d'écran en mangeant et prendre le temps. Ah oui, nous. Mais des fois, on en est à des années-lumière. Hein. Oui. Et là, moi, et les grands-mères aussi ont un rôle à jouer. Par exemple, moi, j'ai un grand qui sait dire ça y est, j'ai fini, je sors de table. Et vous avez une grand-mère. Non, mais tu vas pas prendre de ma tarte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est autre chose. C'est les grands-mères qui ont vécu la faim et qui ont peur de cette sensation de la faim, justement. C'est, moi, de manière, voilà, chez moi, c'est un peu ça quand même. Bon. Voilà pour cette introduction sur l'équilibre alimentaire. On va passer à la pyramide alimentaire que vous connaissez probablement, certainement par cœur. On avait dans l'idée de faire deviner, retrouver quelles étaient les familles d'aliments en fonction des couleurs. Boissons, c'est ça. fruits et légumes. Ouais. En marron. En rose, c'est le féculent. En marron, ouais. Bleu et rouge, les protéines, viande, poisson, œufs. Le rouge, oui. Et le bleu. Ah, les produits laitiers. Très bien. Le matière grasse et sucreries. Oui, alors tout à fait, tout ça c'est effectivement tout ça. Il y a juste que sur le rose, on n'appelle plus ça sucrerie maintenant, on appelle ça produit non indispensable. Parce qu'on se rend compte que sinon dans sucrerie, on ne met que le sucre, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont non indispensables. Notamment Gulli qui fait la pub en disant ne mangez pas trop sucré, trop salé, trop gras, tout ça, tout ça. Et ben il y a tout ce qui se retrouve là-dedans en fait. Et on pourrait rajouter, tu sais, tu peux montrer ou pas avec le... Ouais. On pourrait rajouter également une petite famille entre le rouge et le marron qui s'appellerait les légumineuses.
parce que c'est une famille d'aliments qui n'appartient pas vraiment à une famille, mais qui apporte la même chose et qui se retrouve un peu dans ces deux familles-là. Et au niveau du jaune, on pourrait également retrouver une petite famille qu'on rajouterait qui s'appelle les fruits oléagineux, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, tout ça. Parce qu'elles sont riches en lipides, tout comme les matières grasses. Ce n'est pas des matières grasses, mais malgré tout, ce sont des aliments qui sont bons pour notre santé. Bien sûr, à condition de les choisir non salés. Oui. On y va? On y va. Alors là, on avait décidé de faire les familles d'aliments, les unes après les autres, d'en dire rapidement ce qu'on met dedans, à quoi elles servent, quelle quantité, fréquence il est conseillé d'en manger, et puis si on a des petites astuces, des petites choses à dire en plus à chaque fois. On avait prévu du coup un info-intox. Donc on va commencer par vous poser une grande question. Est-ce que selon vous, il vaut mieux boire de l'eau en bouteille plutôt que de l'eau du robinet? Info-intox. Intox. Intox. Claire, qu'en penses-tu? Moi, je dirais que l'eau du robinet, Ça vaut l'eau on peut la boire. Hein, ça vaut l'eau de l'eau en bouteille. Hein. Alors, en effet, c'est une intox. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde qui pense que l'eau du robinet, elle n'est pas potable. Donc, c'est bien de rappeler que si, bien sûr que si, c'est pas vraiment sur les enfants. On va plus le trouver sur les ados, en fait, et les jeunes adultes qui vont avoir vraiment une idée fausse là-dessus. L'eau du robinet est potable, bien sûr. Des fois, elle a un goût un peu particulier, mais c'est simplement parce qu'elle est composée différemment en fonction des lieux où on habite. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas boire l'eau du robinet. Et après, en gros, on pourrait dire que ça dépend de où est-ce qu'on met notre curseur entre le fait d'apporter à notre corps des éléments différents par l'eau, le type d'eau qu'on boit, ou le fait de ne pas polluer aussi, parce que les bouteilles d'eau, c'est des bouteilles en plastique qu'il faut recycler derrière. Mais malgré tout, quand on boit des eaux qu'on va acheter avec des marques dessus, on ne va pas avoir le même apport en minéraux en fonction du type d'eau qu'on va choisir. Mais enfin voilà, en gros, pour dire qu'il y a plusieurs critères qui peuvent aller plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, mais quoi qu'il arrive, l'eau du robinet est potable. Point à la discussion. Donc, vous aviez raison, c'est une intox. Voilà. Allez, un point. Un point. Alors, on dirait que pour l'eau, la seule boisson qui soit indispensable dans la famille des boissons, c'est l'eau, évidemment, et rien que l'eau. Dans cette famille, de toute façon, on n'y met que l'eau plate, que l'eau gazeuse. On y met le café, mais on rappelle bien aux enfants que ce n'est pas pour eux. Et on y met le thé également. On rappelle également que dans le thé, il y a de la théine, tout comme dans le café, on y trouve de la caféine, et que les deux sont des excitants et que les deux ne sont pas conseillés pour les enfants. Et on dit par contre que les tisanes, elles, ce n'est pas que pour les mamies, et que c'est très bon que ce soit chaud ou froid, et ça aide à boire certaines fois quand on a du mal à boire de l'eau nature. Il y a pas mal de tisanes assez fruitées qui sont au niveau du goût bonnes en goût pour les enfants. C'est vrai, des fruits rouges, ils aiment bien en général. Nous, on en fait souvent à Fraps. Ouais. On en boit une à 4 heures. Après, dans l'eau, quand les enfants ont du mal à boire de l'eau nature parce qu'ils sont habitués à boire des sodas ou autre chose, ou de l'eau avec du sirop, on peut conseiller des petites astuces. Donc, ça peut être effectivement de boire des tisanes. Ça peut être de mettre, pour ceux qui aiment, mais là, les petits ont un peu plus de mal, du jus de citron. Mais ça peut être de mettre des petits fruits, ça peut être de mettre des feuilles de menthe. Ils aiment bien les feuilles de menthe, souvent. L'eau avec du concombre, c'est très, très bon aussi. Il faut tester en été. Ça peut être de mettre de l'eau au frigo pour qu'elle soit plus fraîche. Pour les plus grands aussi, les enfants ont plus de mal, mais de l'eau à bulles, ça peut aider aussi à avoir un goût différent. Ça peut être de conseiller d'avoir toujours une gourde sur soi. Souvent, ils ont une gourde, les enfants, dans leur cartable. Mais le fait d'avoir une gourde, ça permet d'en avoir à disposition tout le temps. Voilà, il y a plein d'avoir une gourde pour le matin, une gourde pour l'après-midi. Voilà, il y a plein de petites astuces qu'on peut donner pour aider les gens qui ont du mal à boire à boire. On rappelle bien que dans cette famille-là, on n'y met pas les sodas
évidemment. On n'y met pas les jus de fruits non plus. On n'y met pas les sirops, les boissons énergisantes, tout ça, tout ça. On n'y met que l'eau. Et que l'eau. Et c'est tout. Des fois, les enfants ont du mal à comprendre ce que ça veut dire que hydrater. Quand on leur dit à quoi ça sert, on dit ça sert à hydrater. Ils ont du mal à comprendre. On aime bien, nous, faire le parallèle avec un jardin qu'on va arroser. Et ben, notre corps, on va l'hydrater en buvant de l'eau comme on arroserait un jardin avec un arrosoir. Mm. Pour les plus petits, ça aide un peu à comprendre ce mot qui est un peu compliqué. Voilà. Au niveau des quantités, bien sûr, c'est 1,5 à 2 litres d'eau par jour. En fonction de la météo, en fonction du sport qu'on fait, en fonction de tout ça, il faudra peut-être augmenter les quantités. On rappelle également, ce qui est important, c'est de dire que la sensation de la soif, c'est quand on a déjà besoin d'eau et qu'on est déjà en partie déshydraté. Donc la bouche sèche, la gorge qui gratte, les maux de tête parfois, tout ça, ce sont les sensations de la soif et que c'est quand on est déjà déshydraté. Et qu'après, au niveau des urines, c'est facile de le contrôler. Si jamais on a des urines trop colorées ou odorantes, c'est qu'on est, Ça va les faire rigoler. ça les fait rire à tous les coups. C'est que c'est qu'on est déjà déshydraté. Et du coup, je me demandais, 1,5 litre, c'est pour les enfants aussi, le 1,5 litre d'eau par jour. Eh ben oui. Ouais, d'accord. On parle pas des tout petits, Oui, hein, oui, mais un enfant d'école. un enfant d'école, c'est ce qui est conseillé. Ok. Des fois, ça aide avec le nombre de verres d'eau. Ils arrivent mieux à visualiser. Alors, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est 8 ou 9 verres d'eau par jour. Mais j'ai un petit doute là. Il faudrait peut-être vérifier. Du coup, les boissons, ça sert à quoi? Ça sert à hydrater, on l'a dit. Ça sert au transit, à avoir un bon transit, du coup. Et ça sert à apporter des minéraux. Voilà pour les boissons. Après, nous avons les fruits et les légumes, nos fameux. Donc, question, info, intox. Le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour » signifie qu'il faut manger 5 fruits et 5 légumes différents chaque jour. Selon vous? Non. Moi, je dis non, hein, c'est 5 fruits, 5 légumes. Si c'est 5 pommes, je pense que... Moi, je mets un tox encore. Moi, je dirais intox aussi. Toi, tu dirais intox aussi, c'est bien. Vous avez raison, effectivement. Tout le monde, à peu près tout le monde, sait dire que les légumes et les fruits, c'est 5 fois par jour. On remercie Gulli qui a bien fait rentrer le message dans la tête de tout le monde. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le message, qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Il y en a qui vont penser que c'est 5 fruits et 5 légumes. Il y en a qui vont penser que c'est 3 haricots verts et 2 fraises. Ça marche, ça fait 5. Il y en a qui vont penser que... Enfin voilà, il y en a qui vont penser qu'il faut absolument que les 5 soient différents. Voilà, donc le message n'est pas très bien compris. En fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une journée, il faut apporter 5 fois des fruits et des légumes, mais des portions de fruits et de légumes. Une portion, si on devait mettre un poids, ce serait 80 à 100 grammes. Mais si on devait l'imager, on dirait que c'est 2 cuillères à soupe de quelque chose. Si on sert des haricots verts, par exemple, on mettrait 2 cuillères à soupe. Si c'est un bol, ça serait un bol de soupe. Si c'est quelque chose comme de la salade ou des fraises, c'est une poignée. Si c'est des petits fruits, ça marche par 2. Si c'est un melon, ça marche par tranche. Que voilà. Du coup, ça fait 5 fois par jour. Et après, c'est bien aussi je trouve, de dédramatiser le message en disant bien que oui, il faut essayer d'avoir 5 fruits et légumes par jour, mais que si on n'en mange que 3, eh ben, c'est déjà vachement mieux que si on n'en mangeait pas du tout. Et du coup, de dédramatiser un petit peu ce slogan qui, je trouve, à force d'être répété, répété et répété, peut être parfois culpabilisant pour ceux qui n'aiment pas ça du tout. Et moi, ce que je t'ai déjà entendu dire aussi, c'est de déculpabiliser aussi sur les surgelés Oui, et les conserves. de rappeler bien que les fruits et les légumes, ce ne sont pas que des fruits et légumes frais qu'on trouve sur le marché. Ce sont aussi les légumes en boîte, nos haricots et nos petits pois dont on parlait tout à l'heure. Parfois, eh ben, c'est un
meilleur marché. Enfin, c'est dans le sens où c'est moins cher. Ça permet d'avoir des légumes tout prêts qui sont cuits en 2 secondes et demie. Et c'est tout aussi bon pour notre santé à condition de les rincer. Parce que le conservateur étant le sel, si on les mange sans les rincer, on va faire un gros apport en sel. Mais que c'est très bon pour notre santé aussi, tout comme les légumes surgelés. Parfois, on pourrait se dire que de manger une soupe de courgettes en plein hiver, eh ben, il vaut peut-être mieux prendre des courgettes surgelées que d'acheter des courgettes qui ont traversé le monde entier pour arriver jusque chez nous. Donc voilà, sur ça, il y en a beaucoup qui ont des fausses notions aussi, qui pensent que les légumes en boîte ne sont pas bons pour notre santé. Je parle bien des légumes nature et non pas des légumes pré-cuisinés, par contre. Dans cette famille-là, on y met donc les légumes et les fruits frais, les conserves et les surgelés. On n'y met pas par contre les yaourts aux fruits. Sous le petit bout de fruits, les vitamines, elles se sont barrées depuis bien longtemps. On n'y met pas les fruits oléagineux, comme on a dit tout à l'heure, les noix, les noisettes, les amandes. On n'y met pas trop, enfin, ça se discute ça, mais on n'y met pas trop les fruits séchés. Vous savez, les abricots secs, les raisins secs. En fonction des discours, on va les trouver soit ici, soit dans les produits non indispensables. Parce que malgré tout, ils sont très très riches en sucre, du fait qu'on ait enlevé l'eau, mais ils sont quand même très riches en fibres. Donc bon, ça se discute pour celui-là. Et puis que comme c'est plus petit, on n'a Oui. pas tendance à manger un ou deux. Enfin, je prends les abricots secs, on a plutôt à manger 4-5. Et du coup, ça fait un très gros apport en sucre. Par contre, si à un moment on a un coup de fringale et qu'on a vraiment besoin d'un apport en sucre, eh ben, ça peut être une très bonne alternative. Et on n'y met pas non plus les jus de fruits. Il y a beaucoup de parents qui vont avoir une fausse idée là-dessus, justement, qui vont penser que les jus de fruits font partie des fruits. C'est quoi ce bruit? C'est mon téléphone. Moi, oui, je suis désolée. On est mercredi, on est harcelé. Oui, non, c'est pas grave. Excusez-moi. Alors, les jus de fruits, on a plusieurs types de jus de fruits différents qui existent. On a les jus de fruits pressés qu'on va presser soi-même avant de les boire. Et ceux-là, ils viennent ici, bien sûr, dans cette famille-là. Après, on a les jus de fruits 100% pur jus, les à base de concentré et les nectars. Les 100% pur jus, ils sont bien meilleurs pour notre santé que les autres parce qu'il n'y a que le fruit dans le jus et rien d'autre qui a été ajouté, pas d'ajout de sucre. Par contre, le petit défaut de ce produit-là, c'est qu'en général, on ne va pas se servir un verre à moutarde de jus de fruits. Ce serait la quantité d'une orange si on l'avait pressé, mais on va plutôt se servir un grand verre. Donc 5-6 oranges finalement. Donc un apport en sucre très très important. En plus de ça, on n'a pas besoin de le mâcher parce qu'il est déjà liquide. Donc il y a beaucoup moins de fibres que si on avait mangé une orange entière. Donc du coup, le sucre va passer beaucoup plus vite dans le corps. Donc, si on devait conseiller aux enfants de prendre un fruit le matin au petit déjeuner, on leur dirait que le jus de fruits, c'est à garder, à choisir 100% pur jus ou à presser soi-même, mais à garder pour les jours de fête. Et non pas en partant du principe que c'est un produit quotidien. Et qu'au quotidien, il est meilleur de manger des compotes sans sucre ajouté ou de manger un fruit entier. Donc, les pauvres jus de fruits ne se retrouvent pas dans cette famille-là. Voilà. Au niveau des fruits et des légumes, les rôles, ce sera d'apporter des vitamines, bien sûr, ça tout le monde le sait. Des fibres, c'est important de le rappeler aussi. Les fibres, ça aide au transit, ça aide à réguler la glycémie, ça aide à plein de choses, ça a plein de pouvoirs magiques. Ça apporte des minéraux, ça apporte des sucres simples aussi. Et j'aime bien dire aux enfants que ça met de la couleur dans les assiettes. Parce que ça fait aussi des belles assiettes. Et le fait de prendre du plaisir en mangeant, ça passe aussi par le fait que notre assiette, elle est jolie et elle donne envie de manger. Et on peut remercier les fruits et les légumes pour ça. Bon, ouais. Après, nous avons la famille des féculents. Info intox, est-ce que les céréales sont des féculents? Je dirais que oui, mais oui, si. Je dirais que oui. Non, j'ai rien fait. Alors, si ça se trouve, c'est intox, c'est que des intox depuis le début. Non, c'était vrai. Eh bien, ça dépend de quoi on parle finalement. Ah, d'accord. Claire, C'est bien. c'est exactement ça. Pourtant, on n'est pas en Normandie. Eh ben, ça dépend de quoi on parle. Si on parle des céréales petit déjeuner ou si on parle la céréale comme le blé.
Moi, la céréale, le blé, moi, je pensais dans ma Moi tête. hein. aussi. La question est faite exprès d'être posée comme ça, bien sûr. Le blé, bien sûr, est un féculent. Les céréales petit déjeuner, eux, par contre, n'en sont pas. Parce qu'ils sont très riches en sucre, très riches en graisse et qu'ils apportent peu d'énergie. Ça aussi, c'est une fausse une méconnaissance des adultes qui pensent que c'est bon pour les enfants de prendre un bord de céréales le matin avant d'aller à l'école, alors que finalement, on ferait mieux de le garder pour les jours de fête, et occasionnellement. Donc, c'était une info intox un peu des deux, quoi. Alors, les féculents, à quoi ça sert? Les féculents, ça sert à donner de l'énergie. Ça sert à bien courir, à bien chanter, à bien danser, à bien écrire, à bien apprendre à l'école et à tenir jusqu'au repas du midi sans problème. Euh, il y a une fausse croyance qui dit que les féculents font grossir et qu'il ne faut surtout pas en manger parce que sinon on risque de gonfler. Non. À condition d'écouter ses sensations, encore une fois, et à condition de les cuisiner différemment. Non, les féculents ne font pas grossir, au contraire, ils nous permettent d'avoir de l'énergie et ils évitent de grignoter entre les repas parce que justement, on a un moment de coup de mou, on a faim, on a besoin de manger et dans ces moments-là, c'est pas un yaourt et une pomme qu'on va manger, mais c'est le petit paquet de gâteaux qui est planqué au fond du tiroir qu'on va manger pour se donner un petit coup de boost jusqu'au repas du midi. Donc, il ne faut pas penser que les féculents font grossir, au contraire. C'est surtout la façon dont on les cuisine qui est importante. Il y a une grosse différence entre une pomme de terre qui va être cuite un peu al dente et un bol de frites qu'on va tremper dans une mayonnaise. Pourtant, les deux viennent du même aliment à la base. On peut donner l'exemple des pâtes à la carbonara aussi. L'histoire, c'est pas les pâtes, c'est plutôt la carbonara. Et le gruyère. Et Ou le gruyère. parmesan. Et le jaune d'œuf qu'on a mis par-dessus. Et voilà, c'est important de dédramatiser les féculents, il me semble. On rappelle également que dans les féculents, on y trouve, oui, des pâtes, du riz, de la semoule, etc. On y trouve aussi des produits complets, donc des pâtes complètes, du pain complet, et que ces aliments-là, du fait qu'ils soient complets, ils sont plus riches en fibres et ils donnent de l'énergie sur plus longtemps. Et on y trouve aussi nos fameux légumes secs. C'est un peu le credo en ce moment de manger plus de légumes secs que ce qu'on mangeait. C'est une très bonne chose parce que ça varie les sources d'alimentation qu'on avait. Ça permet d'apporter des nouveaux minéraux, des nouveaux nutriments à notre corps. Et contrairement à ce que pense beaucoup de monde, ils ne sont pas compliqués à cuisiner. Au contraire, souvent on les trouve en conserve en plus, donc c'est très vite fait. Ou sinon, il n'y a pas besoin, par exemple, les lentilles, il n'y a pas besoin de les faire tremper, il suffit de les rincer avant de les cuire et ça se cuit tout comme des pâtes. Donc, les légumes secs, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont bons pour notre santé et ils permettent de varier l'alimentation. Les céréales petit déjeuner, on en a parlé. Et les viennoiseries également ne font pas partie des féculents, bien sûr. Ils font partie des produits non indispensables. Donc, en fin de compte, quoi de mieux qu'une tartine de pain complet le matin avec un petit peu de beurre, un peu de confiture ou un peu de pâte à tartiner ou un peu de miel pour avoir de l'énergie jusqu'au repas du midi, plutôt que de manger des viennoiseries, des céréales petit-déj, etc. Et le pain de mie. Alors, le pain de mie, il est plus sucré que du pain classique et il est en partie prédigéré. Donc, du coup, il donne de l'énergie sur moins longtemps. Ok. Mais si les enfants aiment ça et que c'est toujours mieux que de manger un bol de céréales au chocolat, fourré au chocolat, etc. Oui, d'accord. Mais on le met, sinon, on le met quand même dans les féculents. On le met pas dans les. Le pain de mie, alors on va plutôt Moyen, prendre moyen. le complet dans les féculents. Ok. Comme les biscottes. À choisir, si vraiment les enfants n'ont pas envie de manger autre chose, il vaut mieux prendre ces aliments-là complets parce qu'ils seront plus riches en fibres du coup. Ok. Au niveau de la fréquence, on dira à chaque repas, que ce soit du pain ou des pâtes ou du riz, peu importe, mais à chaque repas. Et on essaye de favoriser les aliments complets le plus possible. Et au niveau du rôle, c'est de l'énergie principalement, des fibres également, le rassasiement évidemment, limiter le grignotage. Et on peut parler avec les enfants, ils comprennent déjà à cet âge-là la différence entre les sucres. On appelait ça avant les sucres lents et les sucres rapides. Maintenant, on n'appelle plus ça comme ça, on appelle ça les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples étant
les sucres rapides et les glucides complexes étant les sucres lents. On aime bien imaginer ça comme si on parlait d'un feu de cheminée. C'est un entraîneur sportif qui m'a imaginé ça comme ça un jour et je trouve que c'est très bien imagé. Donc je reprends sa façon de dire et je l'en remercie. C'est comme un feu de cheminée. Les sucres simples, ça va être le papier journal qu'on va mettre en boule, qu'on va mettre dans la cheminée et qui va s'allumer très vite, très fort, mais qui ne va pas durer longtemps. Donc ça, ce sont les sucres simples. Et à l'inverse, les sucres lents ou les glucides complexes, ça va être la bûche qu'on va mettre dans l'antre de la cheminée le soir avant d'aller se coucher et qui va chauffer la maison toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Donc ça, c'est l'énergie que que vont apporter les féculents, contrairement aux produits qu'on va trouver dans les produits non indispensables. Et les enfants comprennent bien en expliquant comme ça, mais les adultes aussi d'ailleurs. Oui. Voilà pour les féculents. Après, nous avons les viandes, les poissons et les œufs. Info intox. La consommation de viande blanche est à privilégier par rapport à la consommation de viande rouge. Qu'en pensez-vous? J'aurais bien envie de dire oui, oui. Moi aussi. Toi aussi? Oui. Eh bien, vous avez raison, mesdames, bien sûr. Les viandes blanches, elles sont moins riches en graisses cachées, c'est-à-dire les graisses qu'on trouve à l'intérieur de l'aliment. Les viandes rouges, elles vont être effectivement plus riches en graisses cachées, mais elles vont être aussi riches en fer. Donc, il ne faut pas les diaboliser non plus. Bien sûr qu'il est conseillé de manger plus de viande blanche que de viande rouge, mais il ne faut pas arrêter pour autant de manger des viandes rouges. Voilà les conseils. Viande, on a dit plutôt de la volaille, donc des viandes blanches. Au niveau des poissons, on va favoriser les poissons gras, c'est-à-dire le saumon, le thon, la sardine, le maquereau, le hareng, parce qu'ils sont riches en oméga 3. Et les oméga 3, ça aide à la prévention des maladies du cœur. Et après, on a les œufs. Les œufs, eux, pour le coup, on peut en manger autant qu'on veut à partir du moment où on n'a pas de problème de cholestérol. Si on a des analyses avec des soucis de cholestérol, là, il faudra réduire la quantité d'œufs qu'on va consommer chaque jour. Mais sinon, autrement, c'est un produit qui est bon marché. C'est un produit qui peut être décliné de mille et une façons et qui peut être très apprécié des enfants notamment et qui du coup permet d'apporter à faible coût des protéines dans notre alimentation. Et puis, il y a plein de façons de les Exactement. faire. On peut les faire à la coque, on peut les faire au plat, on peut les faire n'importe comment, en omelette, en gâteau, en tarte, en quiche, peu importe. Et du coup, j'en profite pour poser mes questions. Hein, est-ce qu'on compte, par exemple, si on fait une quiche avec un appareil où on a mis des œufs, Ouais, est-ce que ça compte? bien sûr. Ok. Bien sûr que ça compte. Voilà pour les aliments de cette famille-là. On pensera, vous savez, il y a de plus en plus avec la loi Egalim des plats végétariens qui sont déclinés dans nos cantines maintenant, une fois par semaine. C'est ce qui est demandé du coup par la loi. Et du coup, dans ces plats végétariens, très souvent, comment on va les constituer? On va les constituer avec des légumes secs et des féculents. Donc des lentilles, des pois cassés, des pois chiches, etc., associés à une céréale, un féculent. Tout ça, en fait, l'idée, c'est d'apporter la même variété de protéines que si on avait mangé une viande, un poisson ou un œuf. C'est pour ça que la loi Egalim conseille ce genre de produit-là. On avait noté être vigilant sur les régimes végétaliens et les régimes véganes. Donc, ce sont des personnes végétaliens qui ne mangent ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça, effectivement. Et du coup, les véganes, c'est ceux qui, en plus de ça, ne mangent pas non plus le miel, qui n'utilisent pas de produits, par exemple, de cuir ou de produits où des tests ont été faits sur les animaux, etc. Il faut simplement rappeler dans ces cas-là qu'il y a un risque de carence dans une vitamine qui s'appelle la vitamine B12 et que si jamais quelqu'un veut faire ce genre de régime, il est important d'en parler à son médecin pour qu'il puisse euh, supplémenter médicalement parlant cette vitamine-là. Au niveau des conseils, on dira que ces produits-là sont à consommer 1 à 2 fois par jour, en sachant bien que le ministère de la Santé a dit là 1 à 2 fois, mais que je suis
intimement persuadée que pour les prochaines recommandations, il dira une fois. Parce qu'ils savent que les Français en mangent beaucoup et que du coup, c'est compliqué pour nous de diminuer trop vite. Pardon. Ils disent de consommer 1 à 2 poissons par semaine, dont un gras, et de limiter la quantité de viande rouge à 300 grammes maximum. Un steak étant considéré à 100 grammes à peu près. Donc ça veut dire pas plus de 3 fois sur la semaine. Au niveau des recommandations, ce serait ça. À quoi ça sert d'en manger? C'est pour constituer nos muscles, pour apporter des protéines et du fer. Le fer, si on en est carencé, on risque l'anémie, on risque d'être fatigué, très fatigué. Donc il est important d'en manger. On en trouve beaucoup dans les viandes rouges, mais aussi dans le boudin noir. Ah oui, c'est bon. Qui est très bon avec des pommes cuites et de la purée. Ce boudin noir. Je partage ta vie, tout à fait. C'est pas forcément aimé de tous les enfants. Non. Mais... Non, même chose. Il y a beaucoup d'enfants qui, à mon avis, n'en ont jamais mangé. Ça se mange aussi, vous savez, coupé en petites tranches, en petites rondelles et revenu dans une poêle comme ça. Ouais. Ça change un peu de présentation des fois. Ouais. Mais je suis sûre que oui, si je faisais un sondage, autant le boudin blanc, c'est facile et je pense qu'ils connaissent, autant le boudin noir. Et même dans les cantines, il n'y en a pas de toute manière. Non, c'est vrai que c'est pas dans les cantines. Eh bien, c'est dommage. Voilà pour les viandes, les poissons et les œufs. J'accélère un peu parce que je vois les trucs. Non, t'es pas mal. Ça va, je suis pas trop mal. Oui, t'es bien. Parce que souvent, dans ces moments-là, tu me fais un coup de coude dans les oreilles. Je l'ai pas fait. Donc... Après, nous avons la famille des produits laitiers. Roulement de tambour, info intox. Il est recommandé de consommer 2 à 3 produits laitiers par jour. Vrai ou faux? Je dirais vrai. C'est peut-être beaucoup. Je ne me rends pas compte. Si, du fromage, si, du beurre. Moi, je me dis, ça dépend qui. Et toi, ton aliment préféré, c'est le fromage? Oui, moi, c'est le fromage. Ça dépend qui, tu as raison, Claire. Effectivement. Je dirais oui pour nous, adultes. Effectivement. Pour nous, adultes, qui avons fini de grandir, 2 à 3 produits laitiers chaque jour, c'est ce qui est conseillé. Pour les enfants, qui sont en pleine croissance, pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes âgées, on va conseiller de consommer plutôt 3 ou 4 produits laitiers chaque jour. Parce que justement, le matériel osseux commence à être soit fragilisé, soit à être encore en train de grandir et a besoin de calcium pour bien se construire et bien se solidifier. Donc encore une fois, c'était une info intox un peu des deux. Dans cette famille-là, qu'est-ce qu'on y met? On y met les yaourts, le fromage blanc, on y met le lait, on y met les fromages, bien sûr. Les enfants, quand on leur demande, ils s'arrêtent là. On peut leur rappeler qu'il y a aussi les petits Suisses, qu'il y a la faisselle, qu'ils n'ont pas toujours goûté. On peut même leur dire que la brousse, ça existe et que c'est très bon, que c'est comme de la faisselle encore plus égoutée. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'il y a le beurre et la crème fraîche. On leur dira que non. Le beurre et la crème fraîche, ça va dans les matières grasses parce qu'il y a peu de calcium et beaucoup de lipides dedans. Voilà ce qu'on y met dans cette famille-là. Vas-y. Et je lis les jus végétaux. Donc, et les jus végétaux, c'est très important, tu as raison, de le rappeler. C'est pas parce que c'est liquide et que c'est blanc que c'est un produit laitier. Il y a eu à un moment une grande mode, mais je crois qu'elle y est encore d'ailleurs, cette grande mode, sur tout ce qui est lait de soja, lait d'amande, lait de noisette, etc. Il y a une loi qui est passée qui dit que maintenant les industriels n'ont plus le droit d'appeler ça comme ça. Ils doivent appeler ça des jus d'amande, des jus de noisette. C'est pas toujours bien fait sur les emballages. Ouais, je suis pas sûre que ce soit le cas. Hein. Pas toujours bien fait, non. Ça se fait, mais moins. Il faut bien rappeler notamment aux parents que ce n'est pas un produit laitier et que leurs enfants qui ont besoin de calcium ont besoin de lait et de vrai lait et non pas de ces jus végétaux. On a dit donc combien de fois par jour. À quoi ça sert? Ça sert à solidifier et à faire grandir les os, mais ça sert aussi à construire les dents. C'est important aussi pour les dents, le calcium, la vitamine D également. Ça aide à la contraction des muscles. Une personne qui va avoir beaucoup de crampes, on va lui conseiller de boire plus d'eau, oui, mais aussi d'augmenter sa quantité de produits laitiers. Ça apporte des protéines aussi. Et c'est déjà pas mal. Voilà pour les produits laitiers. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter parce que moi, quand je suis partie sur le sujet, après, je suis inarrêtable.
Ah, c'est intéressant, c'est chouette. Après, nous avons la famille des matières grasses. Attention, grande info intox. J'espère que vous êtes prêtes. L'huile d'olive est moins grasse que l'huile de palme. Intox, à mon avis, mais par contre, l'huile d'olive à privilégier, l'huile de palme à... Voilà. Mais je pense pas qu'il y ait un problème de gras. D'accord. Moi, je dis pareil. Mais toi, tu connais par cœur. Effectivement, vous avez raison. Il y a une grosse fausse pensée qui fait que les gens pensent qu'il y a des huiles qui sont plus grasses ou moins grasses que d'autres. Souvent, les gens pensent que l'huile d'olive, elle est moins grasse, qu'elle a une petite auréole sur la tête et qu'elle est magique et miraculeuse, et que, à l'inverse, l'huile de palme, elle est terriblement grasse. Pas du tout. C'est simplement qu'elle n'apporte pas les mêmes choses à notre corps. Par contre, 1 gramme d'huile, c'est 1 gramme de gras, quel que soit le type d'huile. Qu'est-ce qui est apporté à notre corps de différent? Ça va être notamment les omégas. Vous savez, on entend parler des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9. C'est ceux qui nous aident à prévenir l'apparition des maladies du cœur. L'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza, elles sont très riches dans les omégas, justement. À l'inverse de l'huile de palme, qui en plus de causer la déforestation et la mort de pauvres animaux qui sont dans ces endroits-là, en plus de ça, elles sont riches en acides gras saturés. Les acides gras saturés, ce sont des éléments qui se déposent dans nos vaisseaux sanguins, qui bouchent petit à petit le passage du sang et qui fatiguent notre cœur parce qu'il doit pomper plus fort pour faire passer le sang et qui donc favorisent l'apparition des maladies du cœur. C'est pour ça qu'on va dévaloriser l'huile de palme et qu'on va conseiller l'huile d'olive. L'huile de palme, on la trouve beaucoup dans les aliments très transformés, dans tout ce qui est très industrialisé, parce que ça ne coûte pas cher du tout et parce que ça apporte du goûtu, de la saveur, ça apporte, voilà, ça apporte du moelleux. Donc les industriels en utilisent à foison. Au niveau des matières grasses, qu'est-ce qu'on va conseiller? On va conseiller d'en mettre, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, à chaque repas. Oui, on en met à chaque repas, mais en petite quantité. Parce que c'est bon pour notre santé de manger des matières grasses, mais en petite quantité parce que c'est très très riche en calories, donc en énergie. Donc il faut il faut en maîtriser la quantité. Euh, les huiles, on va les choisir en fonction du type de préparation qu'on veut faire. Il faut faire bien attention qu'il y a des huiles qui sont là pour les assaisonnements, d'autres pour les cuissons et d'autres pour les fritures, et qu'il ne faut pas utiliser celles pour les assaisonnements pour les fritures. Et après, qu'est-ce qu'on va favoriser? On va beaucoup aimer l'huile de noix, on va beaucoup aimer l'huile de colza et l'huile d'olive, qui sont des très bonnes huiles, effectivement. Et la bonne habitude, c'est d'en avoir 2 ou 3 dans son placard, et en fonction des jours, de prendre plutôt l'une ou plutôt l'autre, ou de se faire un mélange de 3 huiles soi-même. Et puis comme ça, on fait ses assaisonnements avec ça directement. Le beurre, on va le garder cru, celui-là. On va le mettre sur les tartines le matin au petit déjeuner. On va éviter, je suis désolée pour les viandards qui adorent manger de la viande cuite dans du beurre. On va éviter de le mettre dans la poêle pour le faire frire et faire cuire la viande dedans. Parce que dans ces cas-là, il peut devenir nocif. Par contre, il n'y a pas de souci pour les mettre dans les gâteaux. Pas Oui. clair. La question était pourquoi on peut faire fondre du beurre pour les gâteaux et pas cuire de la viande au beurre. Voilà. C'est une question de température. Voilà. La température va être beaucoup plus haute dans la poêle, d'un coup, très vite, très fort, contrairement à celle du gâteau. Et est-ce que si, imaginons, j'aime manger un steak cuit au beurre, est-ce que si je veux pas le cuire dans le beurre, mais que j'aime quand même le goût, je peux mettre du beurre sur mon steak? Par contre, ça, il n'y a pas de problème. Le beurre, le faire fondre en le posant sur le steak chaud ou, ou en le mettant dans les pâtes après la cuisson, là, Oui. aucun problème. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Que les matières grasses, on les maîtrise, plus on cuisine maison, plus on maîtrise la quantité et le type de matière grasse qu'on va mettre dans son alimentation. Tout comme le sucre d'ailleurs. Mais Plus on cuisine maison, plus on va maîtriser la quantité de sucre qu'on va utiliser. Les matières grasses, elles apportent beaucoup de lipides, on l'a dit, c'est beaucoup d'énergie, mais elles aident aussi à transporter des vitamines qui ne savent pas être transportées dans notre corps si on n'a pas de lipides. Donc c'est très important que d'en manger quand même un petit peu. Voilà pour ça.
Ça veut dire Et- quoi, prévention MC cardiovasculaire? Ou ça y est, Oui, ça y est. maladie cardiovasculaire, exactement. Pardon, j'ai pas précisé. Non, c'est bon. Et dernière famille, les produits non indispensables. En général, dans les groupes, il y en a toujours un qui dit là, il y a tout ce qui est bon. C'est clair. Info intox. Si je consomme des produits light, je ne risque pas le surpoids ou l'obésité. Pas du tout, intox. Intox. Est-ce que vous avez un argumentaire? En tous les cas, c'est des placebos, c'est-à-dire que c'est light, mais on mange quand même le produit. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux manger quelque chose parce que le light, c'est quand même pas bon, moi personnellement. Donc, je pense qu'il vaut mieux diminuer la quantité de ces produits indispensables et manger de bons produits non indispensables que du light. Hein. Ah non, on diminue pas la quantité, on est toujours addict en quelque part. Enfin, Oui. tout ce qui est édulcorant, aspartame, machin bidule, ça fait que vous consommez quand même du sucré tout le temps. Hein. Mais c'est light Effectivement. en sucre ou en gras? Parce qu'il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux, c'est vrai. On pense plutôt au sucré quand on parle de ça. Tout le monde pense au soda avec le rouge autour de la canette. Ouais. Euh, Mais tu vois, je pense aux 0% de matière grasse sur les yaourts ou sur les... Ça même la marche aussi, en fait. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, si on prend l'exemple du beurre allégé, par exemple, du beurre light, on va dire ça comme ça, les gens vont penser que le beurre light, c'est assez rigolo quand même. Oui. Les gens vont se dire, tiens, c'est light, je me lâche. Du coup, ils vont mettre 2 fois plus de beurre sur leur tartine. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre autant de calories, sauf qu'ils vont avoir en plus mangé des trucs un peu bizarres dans la liste des ingrédients qu'il y avait sur ce fameux beurre Ils light. le remplacent bien par autre chose. Souvent, ils le remplacent par de l'eau dans les beurre light, ou ils le remplacent par des additifs, des colorants, voilà. Souvent, on achète de l'eau, en fait, quand on achète du beurre light. Donc, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Et le coca, l'autre, pour le coup, les sodas, on va... quel est le souci à boire un soda light? Ça va être que on va continuer d'habituer notre corps à boire du sucré, à avoir le goût du sucre. Notre corps va répondre comme si on avait pris du sucre derrière. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une habitude finalement. Donc il y a ce côté habitude qui n'est pas une bonne habitude à avoir, si on pouvait mettre un jugement de valeur à ce moment-là. Et en plus de ça, il y a le fait que dans les sodas light, ils mettent des choses qui sont pas forcément très bonnes pour notre santé, où les études sont pas forcément terminées pour être sûr que ce ne soit pas nocif pour nous. Et là où on est sûr, par contre, c'est que quand on a des traitements médicamenteux un peu lourds, un peu nombreux, ça peut limiter l'effet de certains médicaments. Ah oui. Donc, il faut malgré tout se dire que ce n'est pas anodin que de prendre du light et que des fois, comme vous l'avez très bien dit, il vaut mieux se faire vraiment plaisir avec un, entre guillemets, vrai produit que de prendre un faux produit, de se faire à moitié plaisir, voire d'en prendre plus que ce qu'on aurait pris si on en avait pris un vrai. Et par rapport aux gens diabétiques, on ne leur conseille pas ce type de produit pour autant. Alors là, on est bien d'accord qu'on parle pour la population en général et pas forcément des personnes qui ont des pathologies particulières. Mais effectivement, sur les diabétiques, on a évolué, on a beaucoup évolué sur les régimes alimentaires qu'on leur conseille. Avant, on disait jamais de sucre, jamais rien, il faut remplacer par l'aspartame, etc. Maintenant, on dit surtout que un aliment sucré ne doit pas être mangé seul. On dit toujours qu'il faut l'associer à quelque chose qui apporte des fibres. C'est surtout ça qu'on va dire maintenant dans ces cas-là. Quand on parle de ces aliments-là, les produits non indispensables, on fait toujours un petit speech. On aime bien rappeler que manger de ces produits-là, c'est aussi les déguster. Parce que justement, c'est des produits qu'on ne se permet pas de manger tout le temps et que en petite quantité aussi. Et que du coup, si on commence à les mâcher 2 fois, les avaler, les gober et puis passer à la suite, eh ben, on n'y prend aucun plaisir. Et que ce fameux carré de chocolat, si quand on le mange, on n'est pas vraiment présent dans ce qu'on fait, c'est vraiment dommage. Et du coup, on fait souvent un petit laïus à ce moment-là sur la dégustation et ce que c'est que la dégustation. Je ne sais pas si on a le temps ou pas. On peut vite fait.
Vous savez, ce carré de chocolat, le carré un peu plat, un peu large, emballé du papier avec un éléphant qui se retrouve dessus. Vous le voyez bien, ce carré de chocolat? Très bien. Eh ben, on aime bien dire que quand on mange ce carré de chocolat, on essaye de mettre tous nos sens en action à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va commencer par le regarder, ce carré de chocolat. Ensuite, on va le sentir. Et rien que là, en général, moi, j'ai l'odeur du chocolat dans le nez. Rien que d'y penser. Je suis désolée, hein. C'est bientôt l'heure du goûter en plus. Euh, Après ce carré de chocolat, une fois qu'on l'aura regardé, senti, tout ça, Claire est une championne pour faire ça d'ailleurs. On va le casser en plein de petits morceaux. Et après, on va prendre un petit morceau et on va le poser sur sa langue et on va le laisser fondre. Et ce carré de chocolat, si on le mange de cette façon-là, les goûts vont être décuplés, vont être hyper puissants dans la bouche. Alors que si on l'avait mâché 2 fois, le goût, walou, rien du tout, pas sûr qu'on aurait remarqué quoi que ce soit. Donc, c'est important de rappeler que oui, ce carré de chocolat, on ne se permet pas de le manger tout le temps. On en mange 1 fois par jour, peut-être. On en mange un peu plus, peut-être, quand on est triste et que c'est une façon de gérer nos émotions. Mais que ce qui est important, c'est de prendre le temps de le manger pour le savourer. Et les enfants, c'est bien de leur réapprendre à déguster et à savourer un aliment plutôt que de se dépêcher de le manger pour passer à la suite. Ou parce qu'on leur dit, dépêche-toi de finir ton assiette, j'ai autre chose à faire. Moi, je prends l'exemple des miens. J'ai des enfants qui mangent très vite. Et du coup, je leur fais ça. Et j'essaie de leur faire dire, pour travailler aussi le vocabulaire. J'en ai un qui est en CP d'ailleurs. Et du coup, pour travailler le vocabulaire, justement de savourer, parce que comme il mange très vite, bah, ça lui fait aussi prendre plus de temps le fait de parler entre les bouchées. Et du coup, sur le vocabulaire, c'est intéressant aussi de leur faire, parce qu'ils sont assez peu pourvus en vocabulaire. Même nous, hein, sur l'alimentation, Il manque de vocabulaire. à part juteux et sucré, acide ou amer. Et ça encore, acide amer, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais c'est vrai que, et du coup, c'est assez sympa de leur faire dire ce qu'ils ont dans la bouche aussi. Et déjà, s'ils sentent si le chocolat il est plutôt sucré ou plutôt si c'est fondant, si ça fond vite, si c'est onctueux. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant à travailler aussi l'idée de vocabulaire sur la sensation. Ce que je retiens de tout ce que vous dites, c'est que il y a ce qu'on mange, mais il y a vraiment le comportement dans le sens physique, prendre le temps, éveil des sens et tout ça. Et moi aussi, j'ai des adolescents. J'en ai un, ça va à peu près, même s'il est un petit peu costaud. Mais le deuxième, il va falloir que je fasse ça. Que je lui demande, parce qu'effectivement, une fourchette n'attend pas l'autre. Et il se remplit. En plus, voilà, l'adolescence, c'est une période un petit peu délicate. Et le mal-être fait que il est un petit peu comme sa maman, d'ailleurs. Mais oui, ça me fait réfléchir par rapport, pour avoir essayé de perdre du poids, une tranche de vie qui est enregistrée, mais tant pis. Et oui, ça me fait réfléchir par rapport à mon comportement, oui. Oui, tout à fait. Ben oui. Puis même sur le fait d'avoir la bouche toujours pleine, en fait. C'est qu'il n'y a pas de plaisir à avoir une bouche où on ne peut plus rien mettre dedans. C'est vrai que c'est en fait, c'est parce que quand c'est notre doudou, la nourriture, on cherche à se remplir et l'effet qu'on attend, c'est d'être plein, rassasié comme ça. Tout à fait. Et on n'a pas pris pour venir sur le plaisir et l'essence. Merci, c'est instructif. Vous avez bien fait de venir finalement, vous étiez la seule inscrite. Finalement. Vous ne serez pas venue pour rien. Non, je n'en ai pas du tout. Pas du tout. Donc, dans cette famille, on rappelle de déguster les aliments. On rappelle ce que c'est que de déguster. On dit aussi que c'est important de faire maison. Parce que plus on fait maison, mieux on maîtrise ce qu'il y a dedans. Et que dans le cas où on achèterait ces produits-là, on se sert du Nutri-Score. Le Nutri-Score, alors pour rappel, ce sont les petites lettres qui vont du vert au rouge, qui sont notées sur les emballages, qui n'est pas obligatoire pour l'industriel, c'est à son bon vouloir. S'il a envie de le noter, il le note, sinon il ne le note pas. Il est décrié, ce Nutri-Score, par beaucoup de personnes qui ne l'ont pas compris ou qui n'ont pas compris comment l'utiliser. Il ne sert pas à comparer, je dis n'importe quoi, mais du coca avec de l'huile.
Bien sûr que non. D'autant plus que le Nutri-Score du Coca Light sera meilleur que le Nutri-Score que l'huile. C'est un peu embêtant. Non, il permet dans un même rayon de comparer des produits qui sont comparables. C'est-à-dire que si je suis dans le rayon des paquets de gâteaux, parce que je veux choisir le meilleur paquet de gâteaux pour mon enfant, parce que je n'aurai pas le temps de lui faire son goûter zéro déchet, tout ça, pour aller à l'école. Je vais regarder dans ce rayon et je vais choisir, si mon budget le permet, le paquet de gâteaux qui ira le plus vers le A. Parce que ce sera celui qui, au niveau de la liste des ingrédients, des valeurs nutritionnelles, des conservateurs, des additifs, blablabla, sera le meilleur pour ma santé. Donc oui, le fait maison, c'est ce qu'il y a de mieux pour maîtriser ces produits-là. Sinon, le Nutri-Score est là pour nous aider. On dira, à aucun moment, on dira de ne pas manger ces produits-là ou de ne les éliminer complètement de l'alimentation. Même pour des enfants qui pourraient être en surpoids, ce serait un vrai risque que de leur interdire ces produits-là. Le risque, c'est de favoriser l'apparition de troubles du comportement alimentaire derrière. Parce que le fait d'enlever un aliment, ça fait que derrière, eh ben, on est frustré et on va en manger beaucoup plus. Alors que si on se permet d'en manger quand même de temps en temps, les risques ne sont pas là. Jamais on met un enfant au régime. Par contre, on va rappeler ce que c'est que l'équilibre alimentaire et on va faire bouger cet enfant. Au contraire. Et en grandissant, ça va, les bourrelets ils vont s'estomper tout seuls. Donc, ces aliments-là, qu'est-ce qu'on va conseiller? On les mange de temps en temps pour le plaisir, à condition de les déguster. Ce sont les grands mots que on trouve qui sont les bons à donner dans ces moments-là. Ils apportent de l'énergie, des sucres simples, comme on l'a dit tout à l'heure, du plaisir, et c'est tout. C'est déjà bien, vous me direz, mais c'est tout. Rien pour notre santé. Je reviens sur pour le plaisir. Les enfants, en plus, ils arrivent très bien à le comprendre, ça, parce que les enfants, souvent, ils aiment bien faire la fête. Les moments festifs, de se dire que c'est dans les moments festifs qu'on va peut-être consommer du soda ou de manière très occasionnelle. Et ça rajoute en plus du plaisir à ces moments de fête et de partage avec des copains. Mais par exemple, nous, sur l'école, l'année dernière, on a trouvé qu'il y avait il y a des goûters d'anniversaire. Et il y a eu beaucoup de bonbons et j'ai une collègue qui les a stockés. Et à la fin, on s'est retrouvé avec 1,5 kg de bonbons dans des... Voilà. Donc, dans notre règlement intérieur, on a demandé à ce que les bonbons soient interdits parce que sur une année... non, mais c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup de sucre. Alors moi, mes enfants, ce sont des pauvres enfants de diététicienne. Après, si c'est à la maison, si ça reste exceptionnel pour les amis, mais nous, franchement, je vous assure, il y a des parents qui faisaient des petits paquets avec plein de bonbons très colorés, très jolis, mais c'est pas un bonbon, quoi. Donc déjà, on leur disait mettez dans le cartable et emmenez à la maison, mais nous, on s'est permis de les stocker sur une année et il y avait plus d'1,5 kg. C'est beaucoup. Et des fois, on a l'impression que ça en est presque à celui qui mettra le plus gros sachet de bonbons dans les sacs des enfants. Oui, c'est étonnant. Et puis on arrive aussi, vous avez une génération aussi de parents qui réfléchissent à tout ça, à l'impact du sucre, une alimentation. Et je sais que dans une école, un papa avait dit nous, ça nous dérange, ça nous ennuie. Elles ont des bonbons de temps en temps, mais là, sur le mois de mai, ils étaient sûrement tous nés au mois de mai, les enfants de la classe. Qu'est-ce qui s'est passé 9 mois avant? Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Aujourd'hui, on réfléchit quand même à tout ça, quoi. C'est très bien la question des bonbons aux anniversaires, c'est vrai. Oui. Même au goûter sur les garderies, ça arrive souvent qu'ils ont des... Oui. Nous, là, quand on partage le goûter, on a eu des bars Mars, on a eu du Lion, des bars comme ça. Hein. Donc non, on dit ça, c'est une sucrerie, ça doit rester exceptionnel. En plus, un Lion, moi, je trouve ça monstrueux pour un CP. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Hein. Alors, c'est délicat parce qu'on leur fait la leçon, mais quelque part, c'est l'adulte qui est derrière. Oui. Mais vous savez, souvent, c'est aux enfants, dans ces cas-là, qu'on explique, mais c'est pas eux qui décident à la maison. Non. Après, ça peut passer par là. Ils sont quand même vecteurs de changement. Enfin, dans les recommandations, souvent, les enfants, ils vont aussi permettre de faire prendre conscience. Parce que, alors, parfois, c'est pas que du manque d'information, mais ça peut arriver. Et le fait que l'enfant, je prends l'exemple du Nutri-Score, ils vont souvent, quand on leur explique et qu'ils le comprennent, ils aiment bien regarder à la maison les paquets,
Et puis, ça permet aussi sans doute aux parents de se rendre compte de ce qu'ils consomment. Parce que Oui. peut-être que le Nutri-Score, ils ne le regardent pas. Il faut aussi se dire ça, que voilà, c'est pas un coup d'épée dans l'eau non plus. Et ça permet aussi, souvent, moi je le dis, parce que sur Châteauroux, il y a une chargée de prévention à la mairie qui va beaucoup dans les écoles. Elle fait toutes les écoles de Châteauroux sur l'alimentation, l'hygiène bucco-dentaire. Et souvent, elle est très frustrée parce qu'elle se dit, en fait, je vais raconter des trucs à des enfants qui n'ont pas de pouvoir sur leur propre comportement de santé, ou alors je vais juste conforter ceux qui font déjà bien. Et ben justement, c'est aussi que l'enfant, il va entendre par ailleurs que ce que ses parents lui disent, c'est aussi dit par d'autres adultes. Et ça, c'est important aussi. Et puis c'est bien aussi dans le sens où les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Mm. Et que malgré tout, on aura semé des petites graines, l'air de rien, dans leurs esprits qui vont germer et qui peut-être que plus tard apporteront des comportements où ils auront des bases sur ces sujets. Bon, passer l'adolescence, bien sûr, mais après l'adolescence, les bases seront là. Ça dépend. Moi, je sais que mon deuxième, qui est donc ado, il me gronderait presque. Mais il faut que tu manges du local, etc. Voilà, je me C'est vrai fais. qu'il y a toute une génération qui arrive comme ça, en fait. Oui, oui, oui. Puis il est au lycée C'est très bien. agricole, donc je pense que tous les copains, voilà, ils sont dans ce système-là, et ça me fait beaucoup de bien, et c'est très bien. Oui, oui, oui. Mais bon, après, n'empêche qu'au niveau sucrerie, il y a du boulot. Alors, et on finissait cette grande pyramide avec l'activité physique, parce que évidemment, on ne peut pas parler nutrition sans parler activité physique. Forcément, les deux vont ensemble. On mange pour avoir de l'énergie, pour ensuite pouvoir bouger dans notre journée. Info-intox, se promener dans un parc est une activité physique. Vrai Oui, ou faux? oui, si c'est Vrai. un certain temps. Mais oui, Effectivement. Pour imager l'activité physique, c'est à partir du moment où on sort de son canapé, qu'on éteint la télé et qu'on range le paquet de chocolat. On se met en mouvement et quoi qu'on aille faire, à partir du moment où on bouge, ça fait partie d'une activité physique. Ça dédramatise ceux qui ne font pas de sport. Le sport étant une activité physique en club qui suit des règles et un esprit de compétition. Grand débat sur Grand le débat. sport l'autre jour au repas. Donc, ça permet de dédramatiser tous ceux qui ne vont pas faire le marathon de Paris ou qui ne sont pas voilà, en Ligue des Champions ou je sais pas quoi. Non, faire de l'activité physique, c'est aller faire un tour de vélo en famille. À faire de l'activité physique, c'est jardiner, c'est aller se promener autour du lac, c'est sortir le chien, c'est, bon là ça parle plus aux adultes qu'aux enfants, mais aller faire du shopping ou faire du ménage à condition que la musique soit à fond. C'est tout ça, faire de l'activité physique. À quoi ça sert? Ça sert à diminuer le risque de développer des nombreuses maladies, bien sûr. Ça sert à augmenter la force et le tonus, faciliter la souplesse, augmenter l'équilibre et la coordination pour les personnes âgées comme pour les enfants, c'est important. Améliorer les capacités cardiaques et respiratoires, améliorer le sommeil, on va mieux dormir si on a bien bougé dans la journée. Renforcer les relations sociales aussi, les enfants ont du mal avec cette notion-là, c'est assez étrange, je ne comprends pas pourquoi. Mais leur dire que aller faire du sport dans un club, c'est aussi rencontrer des nouveaux copains, c'est aussi sortir de chez soi et faire des nouvelles rencontres, des moments conviviaux avec d'autres personnes. Et en plus de tout ça, ça aide à diminuer l'anxiété. Donc on se sent plus détendu, on se sent mieux après avoir bougé. Je reviens sur la coordination et la motricité chez les enfants. Il y a une étude de Santé publique France qui est sortie en début d'année là, qui montre que les enfants de maternelle, donc de l'année scolaire précédente, là, qui est en grande section, ont des capacités amoindries par rapport à la motricité parce qu'ils ne bougent plus. En fait, voilà, c'est par rapport à il y a 5 ans, les capacités ont vraiment. Il Ah me oui, semble, oui, oui. il me semble avoir lu que le Covid était passé par là, Ouais. en fait, aussi. Mm. Et que tout ça, Ah oui, c'était oui. les suites du Covid qu'on Les avait eu. écrans, le mode de vie en général. Mais toutes générations confondues, il y a un après-Covid. Alors après, maintenant, il faut remettre la machine en route. C'est ça. Bon, nous avons les JO, peut-être que ça va aider. Non, Bon, et voilà puis, pour le sport. effectivement, dans les écoles, on nous demande qu'ils bougent, etc., etc. Si, il y a des choses, mais bon, c'est compliqué.
Oui. Bah, c'est compliqué de tout faire en fait, hein. L'école ne va pas pouvoir Non, bien sûr. Pallier à tout tout, régler. tout à fait. Et pour finir sur cette grande partie d'apport théorique, on voulait faire un focus sur la composition du petit déjeuner et voir ce qu'il était très important de mettre dedans. On peut passer peut-être Oui. directement à la suivante. Vas-y. Qu'est-ce qu'on met dans un petit déjeuner pour qu'il soit équilibré? Une boisson. Alors les enfants, bien sûr, il n'y va pas y avoir ni café ni thé, mais on peut y mettre un grand verre d'eau, ou on peut considérer qu'un grand bol de lait, c'est suffisamment aqueux pour apporter suffisamment d'eau pour hydrater. On y mettra un produit laitier, que ce soit un yaourt, un fromage blanc, peu importe, du lait, peu importe. Il peut même être différent tous les jours. Du temps qu'il y a un produit laitier au petit déjeuner, c'est important. Un produit céréalier, on a parlé du pain de mie, on a parlé des biscottes, on a dit qu'il n'y avait rien de mieux effectivement que le pain et le pain complet d'autant plus, mais que si parfois ça va pas assez vite ou quoi que ce soit, on peut se rabattre effectivement sur des biscottes complètes ou du pain de mie complet. Au niveau des céréales petit déjeuner, on peut y mettre du muesli. Le muesli à condition que le Nutri-Score soit le meilleur du rayon, parce qu'on trouve tout et n'importe quoi dans les mueslis. On peut y mettre les flocons d'avoine, mais c'est peu apprécié des enfants souvent. Mais en tout cas, on peut les mettre comme produits céréaliers. Et on y mettra un fruit ou une préparation à base de fruits. On a parlé du jus de fruits. On l'a dit qu'on le gardait plutôt pour les jours de fête, sauf celui qui est pressé maison. Mais que pour les fruits entiers ou les compotes sans sucre ajouté, celles-ci pouvaient se retrouver sans problème dans le petit déjeuner. Et après, en plus de ça, plus ou moins, un produit sucré pour le plaisir qu'on va tartiner sur notre tartine ou qu'on va mettre dans notre bol de fromage blanc ou peu importe. Un petit déjeuner qui prend 3 minutes, c'est un bol avec du fromage blanc, du muesli, des petits morceaux de banane coupés ou de fruits de saison tranchés et un verre d'eau et hop, c'est réglé. Hein. C'est pas Allez, hop. forcément très long à faire, un petit déjeuner en vrai. Et c'est là que tu voulais présenter, mais Du coup, on l'a tu as présenté, regardé du tout à coup. l'heure, l'affiche sur le tour du monde du petit déjeuner. Et donc j'imagine que si on était un petit Américain, n'a pas ce type de petit déjeuner. Lui, il va privilégier des choses plus salées, Oui. mais tout aussi bonnes en fait. Quel que soit. Si on fait le tour du monde du petit Alors, déjeuner, le français n'est pas meilleur. dans l'affiche tour du monde du petit déjeuner, tous ne sont pas équilibrés avec un groupe, un aliment de ces groupes-là. Mais l'idée, c'est de voir la variété en fait Mais ils se valent. Je veux dire, c'est culturel en fait d'avoir un petit déjeuner sucré ou un petit déjeuner salé. Ça dépend après la composition des repas, je suppose, sur la journée. Les rythmes ne sont pas les mêmes aussi en fonction des lieux où on habite. Il y en a qui ne mangent pas à la même heure, il y en a qui. Enfin voilà, c'est très très varié finalement. Mais c'est vrai qu'il y a eu tout un. Enfin là, sur les derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu tout un vent d'informations sur les petits déjeuners salés. Je sais pas si. Parce qu'il y a une Américaine qui a sorti un livre sur arrêter le sucre. Et elle parlait des petits déjeuners. Alors moi, en soi, j'ai pas de souci avec les petits déjeuners salés. Je rappelle juste que la charcuterie, c'est-à-dire le bacon, le jambon cru, je parle pas du cuit, mais du cru, ce sont des charcuteries et que ça fait partie de la famille des produits non indispensables. Et oui, on l'a pas dit tout à l'heure, ça, effectivement. Le saucisson sec, c'est non indispensable. Oui, à part pour les apéros. Ah, non, on est d'accord. Il ne faut pas le dire, Claire. D'accord. Tu le dis, c'est enregistré. Festif. Et que par contre, si on aime manger des œufs au petit déjeuner, on voit de plus en plus d'enfants effectivement qui en mangent, ou du jambon. En soi, pourquoi pas? Il faut juste se souvenir que le ministère de la Santé a dit 1 à 2 fois par jour, que donc si on en prend dès le petit déjeuner, on prendra peut-être une portion plus petite sur le deuxième repas qu'on fera avec des protéines. Si on veut faire si on veut suivre les recommandations à la lettre, bien sûr, après, ce sont des conseils, encore une fois. On finit du coup sur le temps qui nous reste sur l'animation de séance en classe autour de l'alimentation. Donc, cette idée d'éducation à l'alimentation au goût en classe, elle est inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences et de culture.
Elle va mobiliser, alors elle peut mobiliser toutes les disciplines en fonction de comment on va l'aborder de la maternelle au lycée. Et elle s'inscrit dans 2 dispositifs qui est à la fois lié avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Donc ces dispositifs, c'est l'école promotrice de santé et le parcours éducatif de santé. Il me semble que sur les dossiers des élèves, vous complétez Parcours éducatif de santé. un petit encart sur le parcours éducatif de santé où vous saisissez tout ce que l'élève a fait pour parler de sa santé en classe et à l'école. Donc ça, c'est dans cet encadré-là. Ça peut être abordé sous différents angles. C'est ça qui est intéressant. Donc, on parlait des enseignements, mais aussi la façon dont on va l'aborder. Ça peut être à la fois la nutrition, comme on l'a fait là, reprendre un peu les aspects, pourquoi c'est bon pour le corps et à quoi vont servir les groupes d'aliments, par exemple. On peut l'aborder sous l'angle sensoriel, on en a parlé également, sous l'angle environnemental et écologique, et on peut l'aborder aussi sous l'angle patrimonial et culturel. Le repas des Français est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est aussi quelque chose de remarquable pour notre patrimoine. Il y a certains facteurs qui vont faciliter, ou en tout cas qui vont rendre plus efficaces les actions autour de l'alimentation, notamment l'implication des parents, qui est un facteur d'efficacité mais difficile à mettre en place. Le fait de proposer des activités interactives, donc des petits jeux comme on va vous présenter après, ou en tout cas de les faire participer. D'agir sur les environnements, donc dans tous les environnements de l'enfant. D'avoir des actions dans la durée, c'est-à-dire de répéter sans cesse ces concepts de prévention autour de l'alimentation. Intervenir le plus tôt possible. Donc, on parlait tout à l'heure que les enfants, finalement, ils avaient peu de marge d'action sur leur comportement de santé, mais plus on va intervenir tôt, plus ça va avoir un impact dans la durée. Et aborder la question de l'activité physique, articuler alimentation et activité physique pour comprendre cette notion de balance et d'énergie. Des exemples de thèmes à aborder. Donc ça, c'est issu d'un vade-mecum qui a été fait par Eduscol, qui est vraiment bien fait. Je vous ai mis la référence là. Éducation à l'alimentation et au goût, il propose des progressions. Vraiment, c'est très, très bien fait. Des progressions dans le cadre des enseignements pour aborder l'alimentation. Donc là, j'ai mis au hasard, j'ai pioché des thèmes que vous pouvez aborder. Donc, savoir améliorer l'équilibre nutritionnel d'un menu, connaître les groupes d'aliments et leur intérêt, savoir classer les aliments, savoir comment diminuer le gaspillage alimentaire, initier au patrimoine culinaire et gastronomique local, l'origine des aliments et étudier le vocabulaire lié à l'alimentation. Donc ça, c'est quelques idées, mais il y a vraiment plein d'autres ressources que vous pourrez consulter. Et pour finir, on vous a mis un petit panel de supports d'animation que vous pouvez utiliser. Donc les 2 qui sont là, les jeux de plateau et les albums jeunesse, ce sont des supports que nous, on peut prêter. Et tout le reste, c'est des supports qui sont téléchargeables. Je vais vous les présenter très rapidement, mais c'est des choses que vous pouvez obtenir directement en ligne. Dans les supports qu'on vous a mis, on avait mis des jeux de plateau. Donc là, c'est plutôt à utiliser en petits groupes. On vous a mis un jeu de plateau. Vous avez le visuel. Ah, c'est très bien. Oui, j'ai le visuel, je me suis... Vous avez le visuel, donc c'est un petit jeu de plateau avec Maestro qui va expliquer l'alimentation. C'est un jeu de loi avec des questions de connaissances sur l'alimentation. Donc ça, vous pouvez même utiliser que les questions. Ça fonctionne plutôt pas mal. On a aussi pas mal de matériel de chez Nathan qui est plutôt bien fait. Donc ça s'appelle Bon Appétit. C'est un jeu de plateau où il y a un self qui est reconstitué sur le plateau. Et en fait, les enfants, ils circulent sur le self. Chaque groupe d'aliments est représenté et ils doivent compléter un plateau équilibré. Ça, c'est pour les plus petits.
dans le même esprit, on a Little Menu qui est, il y a une roulette, on fait, là vous voyez, il y a une roulette Ça marche. comme ça. Et en fait, ils tournent la roulette et ils doivent compléter leur, je suis inversée, plateau, en fonction des aliments qu'ils pourront choisir. Ok. Et le dernier, alors il n'y était pas, mais je l'ai rajouté, c'est un jeu qui s'appelle Le super pouvoir des aliments sains. Et c'est pour faire comprendre aux enfants la fonction, le rôle des aliments, comme Elsa l'a fait, mais en version plus ludique, en version super héros. Ça marche. C'est pas ludique, c'est ça que tu veux dire? C'est pas ça. Oui, je me suis rendu compte en le disant que On va c'est peut-être reprendre pas après. tout à fait bienvenu. En tout cas, en utilisant les super-héros et pour faire comprendre aux enfants le super pouvoir des aliments. Je suis Elsa, la reine des neiges, je te rappelle. Ensuite, à télécharger, donc qui va pouvoir vous intéresser, c'est un site qui s'appelle L'aventure sensorielle de l'alimentation. C'est un site qui va reprendre tous les sens et vous allez trouver pour chaque sens, si on prend le goût par exemple, vous pouvez télécharger. Donc là, ça explique les saveurs, etc. Je passe, je passe, je passe. Et ensuite, vous avez des fiches activités sur chaque sens que vous pouvez utiliser. C'est des activités assez rapides en général, hein. On est sur 30 minutes d'activité. Ça. Ensuite, on a mis... Ah oui, on avait mis le blog Savoir Plus. Est-ce que vous le connaissez? Non. Alors, c'est un blog où il y a pas mal de ressources. Alors, peut-être pour des plus petits, quoique, un CP, ça peut Moi, fonctionner. j'utilise beaucoup les cartes de nomenclature, notamment. Vous avez les cartes de nomenclature qui sont là. Pour voir ça peut être intéressant pour voir les aliments qu'ils connaissent ou pas. Donc là, c'est téléchargeable aussi, hein. C'est très bien Framboise, ils connaissent pas. Framboise, mûre, ils confondent. Pastèque, je suis pas sûre qu'ils connaissent. Non, non, au niveau vocabulaire, parfois, c'est surprenant. Et il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est je vais lancer le téléchargement. Mais... Non, c'est bien. Bon, vous irez voir. Oui, oui, et puis, alors là, nous, on a téléchargé les nomenclatures, mais vous voyez, il y en a plein d'autres après si vous travaillez Les cartes à sur... part, c'est drôlement bien ça. Ouais. Et ça, c'est Blog Savoir Plus. Oui, ça s'appelle Blog Savoir Plus. Nous, on l'utilise pour la partie alimentation, mais il y a certainement d'autres fichiers que vous pouvez utiliser. Tout à fait. Vous avez les fruits et vous avez la même chose pour les légumes. Très bien, super. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous a mis aussi? J'ai mis des ressources canopées. Où il y a alors... Je vous ai mis les vidéos, les fondamentaux. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est elles sont vraiment super. Donc là, je vous ai mis que le thème alimentation. Vous avez que mange-t-on, d'où proviennent les aliments, à quoi servent les aliments, etc. Donc là, c'est simplement les vidéos. Et ils ont fait aussi, Canopé a fait également sur les fruits et légumes des progressions. Donc ça s'appelle les fruits et légumes au tableau. Ah, génial. Et vous avez donc 5 univers en tout, au sens propre et au sens figuré, le vocabulaire des 5 sens, un problème, des solutions, mesurer des portions et stop aux déchets. Et en fait, ils vont utiliser tous les enseignements pour aborder l'alimentation. Et à chaque fois, vous avez 4 activités. Donc, vous avez la petite vidéo et puis les 4 activités pour chaque thème. Ok. Ça, qu'est-ce qu'on vous a mis? Bon, l'info intox, on ne vous le présente pas parce que c'est pour des plus grands. Et puis c'est ce qu'on a utilisé un peu tout à l'heure, en fait, à chaque fois. Oui, et le petit cabas. Et le petit cabas. Alors, le petit cabas, c'est un outil de promotion santé des collègues de Nouvelle-Aquitaine qui ont créé. Donc là, c'est pareil, c'est tout téléchargeable. On peut peut-être. Allez, vite fait, on va regarder la petite vidéo de présentation. Je ne sais pas si vous avez le son. Pas pour le moment, vous en avez là? J'en ai pas. Non, je n'ai pas le son. Non, mais j'irai voir, Vous irez voir.
En fait, c'est le même principe un peu que Capsule. Vous avez des fiches activités et ils vont aborder. Alors, je vais essayer juste d'avancer. Voilà. Donc, en tout, il y a 8 thèmes. Il y a à quoi ça sert de manger, les sens et les saveurs, l'origine des aliments, les familles d'aliments, l'activité physique avec bougeons, les rythmes de vie, conception de menus et marketing et publicité. Ah, c'est intéressant ça aussi. Oui. Voilà. Il y avait des albums jeunesse aussi, mais on les utilise plutôt en maternelle. On les utilise beaucoup en maternelle, Ouais. oui. D'accord. Bon, après, alors, il y a le petit festin du matin que tu utilises pas mal. Oui, j'utilise avec le programme Varier les plaisirs dès la maternelle que je lis à chaque fois. C'est sur le petit déjeuner. Tu veux expliquer? Bon, on reprend les groupes d'aliments qui sont dans le petit déjeuner. Oui, et ça explique à quoi ça sert. C'est surtout ça qui est bien dans ce livre-là par rapport à beaucoup d'autres livres. D'accord. Et après, pour les plus grands, on a celui-ci, l'alimentation. Ils sont bien, ceux-là. Ouais, ils sont très bien. Donc voilà, mais là, c'est plus documentaire, en format documentaire. Ok. Voilà un peu pour les ressources. On arrive au bout de notre après-midi. Il est 16h05, on est pas mal. On est pas mal. Surtout que ça a cafouillé à cause de moi au début. Oh non. On était ravis de vous avoir, en tout cas. Cafouillage ou pas, on était ravis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez reprendre contact par la suite, n'hésitez pas non plus. Okay. Vous aurez sans doute l'occasion d'en discuter aussi avec votre collègue qui fera le deuxième module. Oui. Mais si j'ai la possibilité, c'est le 15 juin le prochain? C'est le 12, je crois. 12. D'accord. Ouais, je crois que je peux pas. On coupe l'enregistrement? Vous l'avez coupé l'enregistrement? Alors, je vais le couper. Attendez, je me mets de l'autre côté. C'est que je coupe. Attendez, hein, parce que on n'est pas forcément des championnes non plus. comment je fais? Ah, c'est bon. Où est-ce que tu as cliqué pour le commencer? Si, c'est bon là, arrêtez.